Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 66, épisode à 2/3 maléfique parce qu'il manque un 6, mais qui tombe plutôt bien dans le thème. Enfin, j'exagère un petit peu, mais aujourd'hui, j'ai eu la grande chance de parler avec un créateur d'un type un petit peu nouveau et différent de ceux que j'ai l'habitude d'accueillir sur mon podcast, et j'ai envie d'ouvrir ce podcast et ces discussions à plus de créateurs parce que c'est passionnant, ça me passionne et j'ai envie de pouvoir en parler. Et aujourd'hui, plutôt que de se concentrer un peu plus sur l'aspect vidéo, on va surtout parler de créateurs audio, de créateurs musique, et c'est ce qu'on a pu faire avec Michael Gelfi, qui est un compositeur, youtubeur si on veut, businessman et ancien professionnel dans la cybersécurité, qui habite en Suisse, pas très loin de chez moi, que j'ai rencontré par hasard et qui a un parcours et une activité, quelque chose de très inspirant et de nouveau que j'ai trouvé passionnant de pouvoir discuter avec lui. Comme je l'ai dit, il avait un travail stable dans la cybersécurité après avoir fait des études, mais pendant les 10 dernières années en parallèle, il composait de la musique de niche dans le domaine du jeu de rôle, dans le domaine du Donjons et Dragons, notamment des musiques d'ambiance, donc des musiques d'atmosphère à mettre lorsqu'on joue à des jeux de rôle entre amis, donc quelque chose de très niché, de très spécifique. Il a réussi brique après brique, année après année, à se construire une réputation, à devenir même les leaders mondiaux de la distribution, si on veut, de ce genre d'ambiance de musique et d'une autre partie de l'écosystème qui entoure tout cela. Et il nous raconte un petit peu tout son parcours dans cet épisode. On va revoir un petit peu la chronologie de tout cela, comment est-ce qu'il a allié son travail et sa passion en parallèle, comment il a fait pour trouver du sens dans l'un comme dans l'autre, et on va voir son processus de création, comment est-ce qu'il fait pour composer tout ça, d'un point de vue un petit peu technique, mais d'un point de vue aussi mental, dans quelles conditions est-ce que tu te mets pour composer de la musique. On va parler aussi un petit peu business à la fin de l'épisode, comment est-ce qu'il a réussi à rallier tout cela, à se créer différentes sources de revenus grâce à un business model intéressant autour de ça, et comment il a réussi à remplacer finalement son travail, son ancien travail, par cette nouvelle activité. C'était une discussion extrêmement intéressante, assez longue, mais on parle de beaucoup de choses et ça part un petit peu dans le développement personnel aussi, parce que Michael est quelqu'un de très intéressant et passionné aussi. Donc voilà, sans plus de transition, je te laisse avec ma discussion avec Michael Gelfi. Tu vas toujours à l'impro? Ouais, j'ai toujours à l'impro. Ouais. On a eu un spectacle la semaine passée, j'y ai pas joué, mais jour suivant, on a gagné. Et là, vous avez gagné. Ah, vous avez des battles. Ouais, on est en demi-finale, là. Putain. Mais le truc, c'est que, du coup, Michael et moi-même, nous sommes rencontrés à un cours d'improvisation, pas très loin d'ici. Alors, on est chez moi, sur mon canapé, avec ce cher Michael Gelfi. Bah, Bec, déjà, merci d'être venu. Mais avec grand plaisir, merci pour cette invitation. Et c'est un honneur. Dans le futur grand podcast d'Eric Flack, n'est-ce pas? Il est déjà grand. Ouais, Attends, mais quand tu dépasseras Joe Rogan, on en oui, discutera. alors, d'accord. Quand je dépasserai Joe Rogan, il sera grand. Effectivement, on est d'accord. Il y a encore de la marge. J'aime quand il y a de la marge de progression. Ça fait plaisir. Le mec, il a genre 1500 épisodes ou quoi, donc, ou même plus de 1500, truc du genre. Je sais pas. Je sélectionne juste. J'ai pas regardé combien il y en avait, mais. Ouais, non, il en fait plusieurs par semaine. Enfin, plusieurs par semaine. Putain, il est chaud. Très bien. Juste avant de revenir un peu sur tout ça, peut-être commencer à rencontrer rapidement. Michael, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques phrases aux personnes qui ne te connaissent pas, juste pour introduire en fait, pour voir qui est Michael, qui est ce personnage, et puis ensuite on va creuser un petit peu plus profondément dans toutes les étapes qui t'ont amené à qui tu es aujourd'hui, on dira. Enfin, on va choisir parce que ça peut être long. T'as quand même t'as quel âge? 30. Bah, t'as quand même 30 ans derrière toi, donc on va peut-être pas tout refaire. Je suis pas trop druide encore, mais. Il a l'air extrêmement jeune, dis donc. Écoute, je vais essayer d'être succinct sur la présentation. C'est un petit peu compliqué parce que j'ai fait pas mal de choses, comme toi. Actuellement, est-ce que je commence avec ce que je suis actuellement et comment j'y suis parvenu, peut-être? Ouais. Actuellement, je gère une entreprise qui s'appelle Michael Gelfi Studio. On est leader mondiaux pour ce qui est des ambiances de jeux de rôle, pour jeux de rôle. Donc ambiance, c'est des effets atmosphériques sonores, par exemple le son d'une forêt pour faire simple, mais aussi le son d'une ville assiégée par un monstre géant, une forêt hantée, un port marchand d'une cité grecque et autres. Et ça,
quand on n'est pas dans le milieu du JDR, ça nous parle pas forcément. Donc JDR, jeu de rôle. Jeu de rôle, oui. Ouais. On va traduire un petit peu. On va traduire, il y aura beaucoup d'acronymes, je vais essayer de les limiter, de les expliciter. Mais oui, on est les leaders mondiaux là-dedans. C'est moi qui ai commencé ce business et il y a quelques mois, j'ai engagé d'autres personnes pour faire de la musique plutôt. La musique, donc la vraie musique avec un orchestre derrière et tout ça. Et ça, c'est aussi utilisé en jeu de rôle et dans nos autres projets, donc films, jeux vidéo et tous les autres supports qui nécessiteraient notre travail. Et juste parce qu'on va y revenir bien sûr, c'est entre guillemets assez récent ta nouvelle activité indépendante, on dira, parce que avant tu as fait des études et tu avais un travail. Avant, j'avais un travail. Il avait un vrai travail. Ensuite, je suis devenu T'as eu un vrai travail toi une fois, putain la chance. Artiste, je suis allé sous les ponts, je jouais sur ma petite guitare comme ça. Non. S'il vous plaît, un peu d'argent. Non. Oui. Bah comme toi, j'ai fait les études à HEC. J'ai un bachelor en économie politique. J'aime bien les chiffres. J'aime bien tout ce qui est politique, tout ce qui est les grands mouvements sociaux et autres, et comment ça marche derrière en termes de sous-sous. Ça m'intéresse. Après ça, j'ai fait un master en système d'information, donc un peu plus chez les geeks. Système d'information, donc c'est la spécialisation qui vous fait, au final, être, je dirais, l'interface homme-machine, comme j'aime dire. C'est-à-dire homme, les managers et machines, les ingénieurs qui ont un petit peu parfois du mal à discuter sur des termes semblables avec les managers. Je dis ça pour rire, mais c'est vrai que dans les grandes entreprises, il y a une incompréhension assez crasse entre les managers et les ingénieurs souvent. Et au final, quand tu fais ce master, tu te prédestines un petit peu à servir d'interprète. C'est un métier d'avenir, hein, parce que les machines, faut savoir les construire et les commander. Et puis c'est ceux qui arrivent à faire ça qui vont gouverner le monde. Bah, on le voit avec Zuckerberg, par exemple, même si on l'aime même pas forcément beaucoup. On n'aime pas forcément les projets ou le personnage. On voit que maintenant, ceux qui tiennent les rênes, c'est les geeks, quoi. Mais c'est normal. C'est bien, révolution, putain, moi j'en faisais partie quand j'étais jeune. Moi j'en fais partie aussi, donc ça m'arrange. Ça fait plaisir. Mais au final, nous, on utilise la technologie pour vivre. Alors moi, il n'y a pas de doute. Toi, c'est aussi, c'est exactement la même chose. Au final, j'ai un orchestre dans mon ordinateur. Il coûte quelques dizaines de milliers de francs une fois que tu as tous les engins, tous les instruments et autres. Mais bon, t'as pas besoin de payer 8 ans de bonhomme pour composer ta musique, enfin pour l'enregistrer et tout. Maintenant, tout est digitalisé, donc. Et puis après tes études, t'es sorti du coup. Oui. Et tu as eu un seul taf? J'en ai eu deux. J'ai fait une spécialisation en cybersécurité, c'est ça qui m'intéresse. À côté, j'ai toujours un petit peu codé. J'aime le côté très technique. Je suis peut-être un peu plus technique que mes collègues de master, encore que. Mais j'ai travaillé dans la cybersécurité à Genève, chez Avanade. Et ensuite, je suis allé chez différents clients comme consultant. Ça, je peux pas en dire plus. D'accord. Mais consultant en cybersécurité, hein, en gros. Voilà. J'ai aussi fait de l'ERP. Enterprise, non, je sais plus l'acronyme, mais je me souviens plus. Tu sais, c'est pour gérer les stocks et gérer les flux, les clients et tout ça, quoi. C'est pour gros système de logistique. C'est le truc central qui, si merde, ta société, elle a un petit peu de mal à gérer la suite. Et ensuite, je suis parti à l'État de Vaud dans la sécurité informatique aussi, où j'étais chef de projet. Je gérais une équipe sur plusieurs projets différents, ce qui était une très très bonne expérience. J'aime beaucoup gérer les équipes. C'est là où je me sens aussi pas mal à l'aise à faire un petit peu en même temps du social et de la gestion et de l'économie, du management et du développement, des développements humains en fait, développement personnel chez les autres. Tu vois, tu dois un petit peu gérer tout le monde. C'est très beau. J'aime beaucoup ce métier. J'ai beaucoup aimé. À côté de ça, par contre, j'avais la musique et c'est là où on en vient. C'est que depuis le début de l'université, j'ai commencé à faire de la musique dès mes 20 ans. Avant ça, je faisais rien du tout. J'en faisais pas de musique. Donc j'ai un peu débarqué au milieu de rien, sans connaissance, et en faisant quelques morceaux et en essayant de pousser un petit peu ma connaissance et en essayant de pousser mes limites, j'ai fini à un moment par faire des musiques d'ambiance, et puisque ça commençait à grimper sur YouTube et que ça avait une certaine portée, un certain effet. On en reviendra après sur pourquoi ça marche et qu'est-ce qui fait qu'un artiste peut sortir du lot et en faire son métier. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, avec grand plaisir. En fait, ça a commencé à grimper pas mal. J'ai vu que à un moment donné, je gagnais autant avec ma musique qu'avec mon taf de consultant en sécurité informatique. Je me suis dit, attends, j'aime bien mon job, mais je me lève à 6h du mat, je mets 1h15 de train pour aller jusqu'à Genève parce que j'habite pas à côté de la gare.
Je rentre à 7h du soir, 7h, heureusement j'étais chez mes parents à cette époque encore. Je mange tout ça, et là encore 3 heures de boulot sur la musique par jour, donc 13-14 heures de boulot par jour durant une année, même plus. Je dis, est-ce que vraiment j'ai envie d'écouter les ordres de petits chefs, pas forcément toujours compétents, pas forcément toujours respectueux, ou est-ce que je pars faire mon propre chemin et je me lance comme j'en rêve depuis que j'ai 10 ans d'être indépendant. Je l'ai toujours voulu en fait. Okay. Peut-être que toi aussi tu le sens au fond de toi quand tu as envie d'être indépendant. Je pense pas qu'à 10 ans je me projetais à ce point-là. D'accord. Non. Moi je me souviens, alors c'est clairement prétentieux je dirais, mais quand j'étais gamin, tu sais les profs nous demandent, vraiment j'étais enfant, ils nous demandent qu'est-ce qu'on voulait être plus tard. Alors t'en as qui mettent vétérinaire, je m'occupais des chevals. Des trucs comme ça. Ouais. Moi, j'avais mis maître du monde. C'est vrai? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, je le serais certainement pas. Il y avait de l'ambition déjà très jeune. Si alors. je peux juste être maître de mon futur, c'est pas mal. C'est un bon début, je pense. Voilà, c'est l'autodétermination, j'y tiens. Ok, putain, c'est ce qui me rend heureux. C'est enfin, déjà tout ce que tu fais, ton parcours, qui tu es, comment tu en es arrivé à faire tout ça, je trouvais ça très unique dans le sens où moi je connais assez peu. Comme je l'ai mentionné rapidement au début de l'épisode, en fait avec Mickaël on s'est rencontrés complètement par hasard dans un cours d'improvisation début 2020 je crois, juste avant la pandémie, ou alors fin 2019, quelque chose comme ça. Ça doit être fin 2019. Fin 2019, on a commencé un cours d'impro, on s'est retrouvés les deux dedans et on s'est rendu compte, comme ça en parlant un petit peu. Ah, tu fais des vidéos YouTube? Ouais, moi aussi. Ah, putain. Ah ouais, ok. C'est pas banal, cette histoire. C'est incroyable. Ouais, c'était complètement inattendu. Les deux YouTubeurs, quoi. Ouais. Et ça faisait rire les collègues, d'ailleurs, d'impro. Ouais. Effectivement. mais ce qui était d'autant plus, ce qui m'a d'autant plus frappé, c'était que tu n'étais pas du tout le YouTuber que moi j'ai l'habitude d'appeler YouTuber, tu vois. Parce que moi, je suis dans le monde où je montre aussi ma tête, où je me mets en scène moi, où je me vends moi-même un peu dans mes vidéos. Mes collègues, c'est un peu la même chose, tu vois, dans le sport, c'est très visuel. Alors que toi, tu utilisais plus YouTube comme un support de distribution, quand je t'ai rencontré en tout cas, pour partager tes créations musicales, qui étaient, comme tu l'as mentionné, très axées jeux de rôle et Donjons et Dragons un petit peu, ce genre de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et justement, on faisait de l'impro, donc c'est pas très étonnant de te voir être intéressé par l'improvisation, étant donné que t'étais dans ce monde un petit peu où tu faisais déjà des jeux de rôle avec tes amis régulièrement. Et d'ailleurs, j'en ai fait un chez toi, tu nous avais invités, on en avait fait un chez toi, c'était très sympa. Tu jouais, je connaissais pas bien. Tu jouais un demi-dragon clair de la tempête, pour ceux que ça concerne. Tu jouais un gros bonhomme ouais, c'est vrai, bien balèze qui crachait de la foudre sur ses ennemis, je me souviens. On s'était bien amusé. C'est tout moi, ça, putain. T'avais mangé un saucisson avarié avec ton personnage et t'as eu quelques problèmes gastriques. Oui, bon, ça arrive, écoute, ça m'arrive dans la vraie vie aussi, voilà. C'était une belle aventure. Cacher, on est tous humains. Même les demi-dragons, ça nous arrive. En effet. Ouais, le jeu de rôle, écoute, j'en ai commencé, j'ai commencé ça à 22 ans. C'est des mondes fantasy, ça m'intéresse beaucoup. J'ai le côté un peu geek où j'aime bien les jeux vidéo. Je jouais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ouais. Toi aussi. Ouais, oui, t'as quelques connaissances là-dedans. Ouais, c'est clair. Et puis, tout naturellement, je me suis mis dans le jeu de rôle parce que c'était intéressant d'avoir un rapport social au jeu aussi. Parce que pour moi, le jeu de rôle, c'est autour d'une table avec des amis. C'est le premier élément. Et puis, tu tisses une histoire avec des amis. Donc, tu racontes une histoire. Puis, le côté jeu geek, ça vient vraiment en dernier. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment être avec des amis autour d'une table, puis raconter une histoire, une aventure, vivre quelque chose. Et c'est vrai que quand tu joues au jeu de rôle, sachant que je faisais de la musique, je me suis dit c'est pas mal d'avoir quand même du son autour, de renforcer l'immersion, parce que ce qui est important pour moi, c'est l'aspect vraiment narratif. C'est ce que je kiffe quand je fais le maître de jeu, c'est inventer des histoires, voir les gens captivés par cette histoire, qu'ils ont envie de s'immerger dedans, de renforcer le lore, donc l'histoire, de faire un avec l'histoire le temps qu'ils sont autour de la table. Et donc pour renforcer l'immersion, eh bien j'ai fait des ambiances. J'en trouvais pas sur internet à l'époque, pas comme je voulais, et puisque j'étais compositeur, sound designer c'est pas si loin que ça. Puis tu sais, tu rajoutes toujours un skill par-ci, un skill par-là, puis au final tu finis par en faire ton métier. Par en faire toute une panoplie. Voilà. Ouais, parce que je faisais de la musique depuis de nombreuses années. J'avais commencé avec le post-rock, donc du rock progressif instrumental, qui est un style qui n'est pas très connu. C'est très construit, c'est très, je dirais,
C'est très narratif aussi. Ça évolue dans les nappes de sons que tu rajoutes les unes sur les autres, avec les guitares, les basses, les synthés et autres. Donc ça n'a pas un grand intérêt aux yeux du public large, je dirais. C'est parce que tu vas entendre à la radio, mais pour les connaisseurs, c'est toujours c'est un style qui est très personnel, qui est très émotionnel, comme ça, j'aimais beaucoup. Mais ça marchait pas forcément très bien. J'ai 7-8 000 abonnés au bout de 7 ans. Donc sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Donc t'avais commencé avec ça sur YouTube. Ouais, j'ai commencé avec ça sur YouTube. D'ailleurs, je les ai pas supprimés. J'ai tout laissé sur ma chaîne afin que si des compositeurs viennent et regardent ce que j'ai fait, ils se disent en fait, le mec était vraiment naze au début. J'ai laissé mon premier morceau, qui est une catastrophe. Forcément qu'il y a de la progression, on est d'accord. Il est pas mauvais, étonnamment, parce qu'il y avait beaucoup d'intention dans le morceau. Alors pour moi, il a une certaine portée émotionnelle, parce que ça a fait rire, mais je l'ai composé à la suite d'une déception amoureuse, je dirais. Classique. Tu vois. Classique remise en question. Clairement, j'ai acheté une guitare, un petit soundboard, une soundcard que tu mets en externe sur l'ordinateur. C'était sur mon Mac à l'époque avec un logiciel tout pourri pour faire la musique, puis j'avais fait ça juste à la guitare, je crois, et quelques petits bongos, parce qu'il y avait ça de base dans le programme que j'avais. Puis j'ai mis ça, puis il y a eu 100 vues, je me souviens 100 vues au bout de 3-4 semaines. 100 vues, c'est ridicule. Mais à l'époque, j'ai dit, il faut commencer par ça. 100 personnes que je ne connais pas. Ça fait 1/5 du gymnase dans lequel, non, je sais plus le gymnase, mais ça faisait, tu vois, ça fait beaucoup, quoi. 100 personnes. C'est beaucoup. Bon, peut-être que 10 vues, c'était ma maman, tu vois. Classique. Elles sont toutes passées par là. Clairement. Mais t'as commencé quand? Alors, ta création est-ce que t'as commencé à créer de la musique et tu l'as directement mise sur YouTube pour la partager, ou est-ce que t'as composé pour toi-même d'abord et ensuite tu t'es dit tiens, je veux la partager? Quasiment rien. J'avais acheté une guitare, j'avais 12 ans, mais je l'utilisais pas. C'était juste pour être stylé, parce que tout le monde a une guitare à 12 ans, 12-13 ans. Ouais, j'ai pas eu de guitare. Non, mais j'étais pas stylé à 12 ans. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. C'est pour ça que j'ai commencé le piano aussi. Ouais, mais tu joues très bien les du autres piano aussi. Ouais, bah merci, merci. Mais ouais. Tu t'y es mis sérieusement. Moi, je m'étais pas mis sérieusement d'ailleurs à la guitare. Je l'ai gardée dans un coin. Je n'avais acheté une deuxième. Je jouais un tout petit peu, mais c'était pas convaincant. J'avais essayé de monter un groupe. On avait fait un concert pour mon anniversaire. C'était un bon concert. Mais ensuite, c'était disband. Puis les gens, le problème dans la musique, ne veulent pas tous faire ça sérieusement. Puis moi, quand je me mets dans une activité, quelle que soit l'activité, j'ai envie de le faire très sérieusement et au maximum. J'ai envie d'être le meilleur possible. Je suis pas en compétition contre les autres, je suis en compétition contre moi-même, toujours. Ça me parle. Ouais, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas faire contre. Même si c'est une activité où je suis 100% seul et où je pourrais jamais la relier avec quelqu'un d'autre, par exemple un jeu vidéo en solo, je suis obligé d'aller au maximum. Et bah, c'était pareil pour la musique. Quand j'ai commencé à composer de la musique, je me suis dit attends, mais pourquoi je le garderais pour moi alors qu'il y en a d'autres personnes peuvent l'entendre, d'autres personnes peuvent l'apprécier. Donc naturellement, le premier morceau que j'ai composé, vraiment, je l'ai mis sur YouTube. Okay. Et j'ai voulu faire ça seul parce qu'avec les groupes j'ai essayé et puis les gens viennent pas au répète ou c'est des drama queens, surtout les chanteurs, c'est une catastrophe. Plein d'autres trucs, tu vois. Et c'était quand alors? Quand est-ce que t'as publié ta première vidéo? Parce que là tu me dis 7-8 ans, je savais pas que ça remontait aussi. Non, ça fait 10 ans en fait maintenant, c'est depuis 2011, un truc comme ça. 2011, donc à peu près la création de ta chaîne et la publication de ce premier morceau? Ouais, je crois. Je crois que ça s'appelait My Love is Beyond the Sea ou un truc comme ça. Ah oui, tu avais donné un nom en plus. Oui, évidemment. C'était pas seulement genre cheesy, quoi. Caverne monstrueuse et tout, mais c'était vraiment... maintenant. C'est maintenant que tu... Putain, ouais, du coup, ça fait 10 ans. C'est un truc de fou. Et ce qui m'intéressait énormément avec ton parcours, c'était justement le fait que, bah, tu composes de la musique depuis longtemps maintenant et t'as réussi à en faire, en plus de la musique. Alors, aujourd'hui, très nichée, très particulière, qui ne parle pas à tout le monde, mais qui est sûrement la meilleure façon de se faire remarquer. La musique pour tout le monde, bonne chance. Bah c'est ça, bonne chance, t'as raison, il faut trouver une niche, il faut grandir dans cette niche, il faut l'occuper entièrement, puis dès que tu l'as occupé entièrement avec une bonne fanbase, j'aime pas le mot fan, parce que j'aime pas le concept de fan, mais dès que t'as des gens qui te suivent, là tu commences à conquérir d'autres niches, si t'as atteint le haut de la courbe logistique, c'est-à-dire que t'as épuisé la population, on va dire. Ouais. En termes marketing. Je vois tout à fait. C'est très intéressant. Mais comment est-ce que, parce que du coup, ça, c'était 2010, ça fait 10 ans, c'était avant que tu commences tes études? T'as publié ta première vidéo? Ou plus ou moins, des études universitaires, j'entends. C'est une bonne question. Je crois que j'avais déjà échoué ma première année de droit.
Ok. Car avant de réussir l'Uni, j'ai beaucoup échoué. D'accord. Avant de trouver mon chemin. Ouais. C'est le meilleur moyen de s'y retrouver. C'est une très bonne chose. Je crois que ça permet de bien se créer et de bien se trouver, d'échouer un moment. Parce que si tu t'habitues pas à échouer, tu sais pas comment tu réagiras la première fois où tu échoues. Et on va tous échouer un moment ou un autre. Moi, je me suis pas mal cassé les genoux avant de réussir ce que j'entreprenais. J'échoue toujours dans plein de trucs. Ouais. Il faut. Mais ouais, du coup, c'était à peu près... Du coup, c'était à peu près au même moment. Ouais. Comment est-ce que tu as géré ça tout le long? Parce que tes études, t'avais, en fait, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a peu de temps, tu avais tes études ou ton travail en parallèle de ce qui est aujourd'hui devenu ton métier, qui était ta passion. Comment est-ce que quelle était la relation entre ces deux choses, entre les études, la journée ou le travail, le soir la musique, pendant 7, 8, 9, 10 ans de suite? Écoute, c'est la réponse va vous étonner. C'est vrai. C'est les trucs catchy que tu trouves sur Internet. Alors, je travaillais très très peu pour l'Uni. Ouais. Bon, en règle générale, j'ai pas besoin de beaucoup étudier pour réussir, sauf qu'à l'époque, j'étudiais pas du tout, donc je réussissais pas. Ok. Non, mais je suis honnête. Note importante. Ne faites pas ça. Travaillez au moins un minimum pour passer. Vous n'avez pas besoin d'avoir les notes max. De toute façon, dès que vous avez le minimum, ça passe quand même. Je sais pas, HEC, ils ne regardent pas nos notes une fois réussi pour avoir moi, je suivais un petit peu la même logique longtemps. Ouais. J'ai fait différemment pour le master. J'ai essayé de maximiser, mais pas le reste. Mais enfin bref. Écoute, pareil. Au début, je composais très très peu. Je faisais un morceau par mois, par 2 mois. J'avais du mal à me mettre dessus. Le fait est que je savais pas travailler en fait. Sachant que j'ai eu beaucoup de facilité à l'école, du début à la fin de l'école obligatoire et du gymnase, donc lycée pour nos amis français. J'ai jamais appris à travailler. J'ai jamais appris à me mettre derrière un cahier, derrière un livre et vraiment de réviser. J'ai dû apprendre par la force une fois que j'avais trop échoué à l'Uni et j'avais plus le choix de réussir. Donc j'ai été forcé par le cours des événements. Et c'est à ce moment-là que je me suis aussi, je suis devenu plus sérieux par rapport à mon travail sur la musique. Et ça se voit aussi sur la musique en elle-même. J'ai arrêté de faire du post-rock, qui est un très beau style, mais au demeurant, mais qui m'intéressait un petit peu moins. Et je suis parti dans la musique orchestrale, pour laquelle j'avais absolument aucune formation. Donc j'ai posé ma guitare et j'ai acheté un piano. Enfin, je l'avais déjà, mais je me suis spécialisé dans les synthés et puis j'ai acheté des banques de sons. Au début, je les ai pas achetés, je les ai craqués pour tout te dire parce que ça coûte beaucoup trop cher. T'inquiète pas que j'ai craqué bon nombre de logiciels à mes débuts aussi, je vais pas mentir. On l'a tous fait, les films aussi. Soit. Mais j'ai tout réacheté par la suite, maintenant que c'est mon métier, j'ai tout réacheté. Même ceux que j'utilise plus, par question d'honneur, un peu, question de conscience aussi. Voilà. Aussi. Ouais. Si je l'avais pas racheté, je l'aurais peut-être pas dit. Je comprends bien. Moi aussi, je paye tous mes logiciels maintenant, avec fierté d'ailleurs. Non, mais je sais pas, je trouve que c'est une fierté de pouvoir acheter ces logiciels pour lesquels qui nous permettent de gagner notre vie. C'est des outils qui font gagner ta vie. C'est une fierté de pouvoir, surtout quand tu n'avais pas les moyens de l'acheter au début. Voilà. Et maintenant tu pèses un peu, tu peux même faire ça à réglo, tu vois. C'est stylé de faire ça. C'est super valorisant en fait. Ouais. Et du coup, tu valorises aussi plus le produit, tu l'utilises mieux. Enfin, c'est un cercle vertueux. Mais il y a pas de bug en plus, c'est incroyable. Il y a beaucoup moins de bugs quand tout est compatible. Enfin bon, avec Adobe, il y a toujours des bugs. Oui, alors ça Adobe Premiere. je sais pas pourquoi je paye, franchement. Ça bug beaucoup. Allez, viens, on craque à nouveau. Mais ça se met à jour au moins, tu vois. Par la suite, oui. Donc t'as changé d'univers, de style de musique, de genre de musique. J'ai fait de la musique orchestrale, ça marchait beaucoup mieux. Cependant, on parlait de niche juste avant, et j'étais pas dans une niche. Enfin, c'était dans une niche, mais on était trop dedans. Il faut savoir que la musique, c'est un milieu qui est extrêmement compétitif, extrêmement dur d'y vivre. Vous avez, je sais pas, 95%, 95% des morceaux sur Internet qui n'ont jamais été téléchargés, même pas une seule fois, jamais été écoutés. Zéro écoute, ouais. C'est impressionnant ça. Bon, iTunes a moins d'utilisateurs que Spotify, mais quand même, ouais, il y a plein de morceaux qui n'ont aucune écoute. Et donc, nécessairement, à moins d'avoir un label derrière qui vous pousse, et dans la musique orchestrale, ça n'existe quasiment pas, ça n'existe pas en fait. C'est assez improbable de sortir du lot. D'autant que mes compétences, je le dis tout à fait honnêtement, en termes de composition musicale, sont pas exceptionnelles. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, mais plus que je suis jamais allé au conservatoire, j'ai jamais suivi de cours de musique de ma vie. J'ai tout appris par moi-même dans des bouquins, et la musique ne s'apprend pas dans des livres. Ça peut aider un petit peu, mais ça faut peut s'y aider, mettre mais voilà, c'est ça. Et puisque je suis pas du style à faire des gammes et autres pour m'entraîner parce que ça m'ennuie, j'étais au final
J'étais dans une niche que je m'étais créée, de la musique steampunk orchestrale, comme je l'ai nommé, avec un style que j'ai essayé d'inventer et de développer avec un univers et tout ça. Ça marchait un petit peu, mais clairement pas de quoi en vivre. Ça me faisait, pour te dire, peut-être un revenu de 300 francs par mois à l'époque. Ouais, donc 280 €, quelque chose comme ça. Ah non, et on est à 1,1 maintenant. Ouais, on est à 1, mais à l'époque, c'est mieux quand même. Aujourd'hui, c'est moins cool l'euro. Mais... Donc c'est agréable quand t'es étudiant, ça fait un petit truc, mais je devais quand même bosser à côté. Mes parents ne sont pas millionnaires, donc je devais quand même travailler à côté, et puis avec les cours ensuite. Mais ensuite, on en est arrivé à la musique Parce actuelle. que juste pour revenir là-dessus, la musique que tu faisais à ce moment-là, juste pour qu'on comprenne bien, et même moi je suis pas sûr de la réponse, c'était un mélange de sons que tu téléchargeais pour rajouter. Est-ce que c'était déjà des ambiances à ce moment-là, ou c'était vraiment des morceaux que tu composais et que tu jouais toi-même entièrement sur tes instruments physiques? Alors, j'ai un synthé, enfin un clavier MIDI. Clavier MIDI, c'est un clavier que tu peux brancher à l'ordi, ça envoie des impulsions à l'ordi qui peut les interpréter ensuite. Et il peut les interpréter avec tout un registre de banques de sons que tu as acheté. Ces banques de sons, c'est des violons, des pianos, en fait tous les instruments que tu veux. Ça change le son des touches. Quoi. Et tu joues en fait l'instrument que tu veux. Mais c'est pas des espèces de petits samples que tu mets ensemble comme feraient certains DJ par exemple. Qui tournent tout seuls. Qui tournent tout seuls et qui sont déjà préfaits, puis en fait ils jouent un peu au Lego si tu veux, avec ça. Pas tous les DJ font ça, enfin même pas les DJ, c'est des producteurs pour le coup. Mais non, là vraiment je composais de A à Z le morceau comme je voulais, j'étais complètement libre. Évidemment c'est jamais aussi réaliste, enfin maintenant oui, mais c'était pas aussi réaliste qu'un vrai orchestre. Mais ça reste quand même très convaincant comme musique, comme qualité de musique, puis beaucoup de films, de jeux vidéo et de production utilisent ce genre de composition derrière, enfin l'extrême majorité maintenant. Et il y avait sûrement plusieurs couches, plusieurs instruments, c'est toi qui jouais tout l'un sur l'autre. Absolument, tu commences par compositeur, tu vois, selon moi, tu as toutes les couches qui font que ça fait une musique agréable à écouter, quoi. Bah tout à fait, comme tous les compositeurs, tu commences, je sais pas, par ta ligne de lead, t'as la mélodie, t'as un petit peu l'idée, tu mets les accords, tu mets la percussion, puis ensuite tu rejoues avec tout ça, puis tu fais des morceaux entre 3 et 10 minutes. Je le fais toujours par plaisir maintenant, mais c'est pas ce qui me fait vivre, donc je le fais plus beaucoup, pas forcément le temps pour ça. Maintenant, j'ai embauché quelqu'un pour le faire. Mais pendant très longtemps, c'est toi qui le faisais. Exact. Et jusqu'à il y a en fait 6 mois où je faisais encore un petit peu de musique, et là j'ai embauché Philippe Melvan, un compositeur absolument génial, qui fait toute la musique maintenant sur ma chaîne, et qui lui a une vraie formation derrière de pianiste, et qui a fait le conservatoire en Serbie, et qui est vraiment doué. Mais ouais, avant ça, c'était il y a 4 ans que j'ai commencé à faire des ambiances. Avant ça, c'était vraiment que de la musique orchestrale, et j'ai continué au fur et à mesure à faire un petit peu de musique orchestrale pour le plaisir. Et c'était donc des morceaux courts, ou plus ou moins, enfin tu vois, par rapport à tes ambiances d'une heure, on est d'accord que c'était quand même un autre genre de création. J'ai fait 180 morceaux de musique en tout. D'accord. 185, trucs comme ça. C'était des morceaux, donc ouais, de 2 minutes à 10 minutes de musique orchestrale. Okay. Ouais. Ça prend vraiment beaucoup plus de temps que de faire des ambiances. Ouais. Je me doute bien, effectivement, surtout que l'ambiance, tu la loupes éventuellement, tu la mets plus ou moins en boucle, j'imagine. Alors, pour ce qui est de la composition d'ambiance, là, j'achète des banques de sons qui ont été enregistrés dans le monde entier, parce que tu peux pas créer out of nothing le son d'un volcan ou bien le son d'une ville, par exemple, tu vois. Il y a des sons aussi que j'enregistre moi-même, où je demande à des amis, des fois, on se met dans le salon, puis j'enregistre des voix quand j'ai besoin de voix, parce que c'est impossible de trouver les voix que tu cherches. Ma communauté aussi m'envoie beaucoup de voix. Ouais. J'ai fait une vidéo pour demander à la communauté s'ils étaient prêts à me prêter leur voix. C'est stylé. Et je reçois souvent des petits effets sonores. Et c'est vraiment très agréable parce qu'il y a des sons, par exemple, bah, tu vois, c'est du fantasy, donc une voix de gobelin, une voix d'orque, une voix de démon. Je peux un petit peu les tweaker, les modifier, les créer avec mes programmes, mais si de base t'as des intonations un peu spéciales, aussi tu arrives à créer simplement parler avec un langage inventé. Parce que j'ai pas envie d'entendre de l'anglais, du français ou de l'espagnol dans mes ambiances, tu vois. C'est un gobelin qui parle. Oui, voilà. C'est moins stylé s'il parle français, quoi. Et puis tu vois, t'es en train de jouer à Donjons et Dragons ou n'importe quel autre jeu, Cthulhu et compagnie, et puis d'un coup t'entends un mec qui parle en anglais, tu dis attends, ça casse complètement l'immersion. Et moi j'ai envie de pousser l'immersion au maximme. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ça a bien marché. Parce que t'as eu ce souci du détail. Du détail, aussi oui. Et parce que moi-même je suis maître de jeu, donc je créerai pas quelque chose que j'ai pas moi-même envie d'utiliser.
comme toi tes produits en fait. C'est exact. Voilà, j'allais pas le dire, mais c'est vrai que ça me parle aussi. Ouais. Je fais placement produit pour toi. Ah, si vous avez besoin si vous avez besoin de fitness, utilisez le code. Ah putain, y a pas de sur le site Eric Flag. Voilà. Ah putain, il est fort. Il est fort. Mais tu me feras un versement à la fin. Ouais, t'inquiète pas, évidemment, c'est déjà ça part demain. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, enfin, alors moi je te connaissais quand je t'ai rencontré et ce que j'ai vraiment constaté comme étant ton cœur de métier à ce moment-là, c'était vraiment ces ambiances et ce côté j'agrémente et je contribue à cet univers de jeux de rôle et des personnes qui ont besoin de cela pour complémenter leur partie, etc. Et comment est-ce que ça est-ce que c'était une idée dès le départ? Comment est-ce que c'est arrivé dans ce que tu fais? Tu vois, ça t'a pris quelques années, t'as fait des morceaux de musique, de composition orchestrale, et ensuite t'es passé dans l'ambiance, qui est quand même en plus l'ambiance, tu vois, les ambiances que tu fais, qui est plus nichée. Clairement. Est-ce que c'était fruit de ta passion pour le jeu de rôle? Putain, j'ai un truc avec ma voix. Est-ce que c'était fruit de ta passion pour le jeu de rôle? Est-ce que c'était, tiens, j'ai envie de me nicher, de me spécialiser, ou est-ce que c'était juste, je suis maître de jeu, j'adore jouer au jeu de rôle, j'ai envie d'avoir des ambiances, je vais les créer pour moi-même? Comment est-ce que tu as transitionné un petit peu? C'est pas une transition tout à fait. Ultra brusque, mais quand même. Oh, tout de même, ça a fait un petit choc à mes abonnés. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est simple. J'ai joué en tant que joueur, pas maître de jeu, mais en tant que joueur avec un ami durant des années. Il organisait pas assez de sessions à mon goût, sessions de jeu. Ouais. Et je me suis dit, tiens, il organise pas assez, je vais les faire moi-même parce que j'ai envie de jouer, ça m'amuse. Ouais. Donc j'ai commencé à organiser, et puis puisque je suis, comme je dis, assez obsédé par la qualité, et assez maniaque dans l'immersion et ce que j'ai envie de partager avec mes joueurs, je me suis dit, mais attends, il faut vraiment du son. En plus, je suis spécialisé là-dedans. Moi, j'ai besoin d'entendre une forêt, j'ai besoin d'entendre un château, j'ai besoin d'entendre cette vie de ce monde fantasy que j'essaye de narrer. Et donc, je me suis dit, je vais regarder sur YouTube. J'ai regardé sur YouTube. Il y avait 1 ou 2 créateurs qui faisaient des petits machins, mais c'était surtout des vidéos de relaxation à l'époque. Je me suis dit, je vais créer une pour moi, pour la prochaine session. C'était un son de désert, tout bête, je crois. Ça, c'est le premier que t'as fait? Ouais, je crois, ou une forêt mystérieuse. Je crois que c'est Forêt mystérieuse. Forêt mystérieuse. Ouais, c'était Mysterious Jungle. Qui est d'ailleurs la vidéo qui réussit le mieux, ou la deuxième qui réussit le mieux. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Faut croire que les gens sont en demande de jungle mystérieuse. Ouais. Ou alors j'ai commencé là-dessus, puis j'ai perdu du talent au fur et à mesure, du coup, c'était la première qui était meilleure, je sais pas. Ouais, on va écarter cette option. Enfin, dans tous les cas, je l'ai créé, je l'ai partagé, je dis en fait, j'avais aucune prétention que ça marche. J'avais aucune volonté d'en faire un business. C'est d'abord venu j'ai envie de dire du cœur, de créer quelque chose, un peu kitsch pour le coup, mais juste de créer quelque chose puis de le partager parce que je l'ai fait, puis parce que, comme je t'ai dit juste avant, j'aime partager. Quand je crée quelque chose, j'aime le partager parce que ça peut être utile à quelqu'un. Il n'y a pas toujours la motivation de monétiser, loin de là même. Je le disais encore d'ailleurs. Moins dans ce milieu, justement. Qui veut monétiser une ambiance, je me dis, tu vois. Voilà. Donc, je l'ai partagé, et puis j'ai vu qu'en fait, les gens appréciaient. Certains disaient qu'ils l'utilisaient pour se relaxer et autres. Je me suis dit, j'ai une prochaine session dans un mois. J'ai besoin d'une ambiance je sais plus, c'était une ville médiévale ou quoi. J'ai commencé à en faire plus. Mais au début, j'en faisais une par mois. Ensuite, une par 2 semaines. Ensuite, une par semaine. Et ensuite 3 par semaine. La chronologie là-dedans, quand tu as commencé à faire ça, parce qu'avant tu faisais tes morceaux et là c'était plus irrégulier. Ouais, c'était très irrégulier. Je pouvais en faire 1 par 3 mois ou alors 3 en une semaine quand vraiment j'étais en vacances, j'avais que ça à faire parce que voilà. Ouais, d'accord. C'était très irrégulier d'ailleurs, ce qui est bête, parce que quand je regarde un peu les statistiques de ma chaîne, au moment où j'étais vraiment à fond et j'en composais beaucoup, ça commençait à exploser. Donc maintenant, si j'avais suivi cette voie, peut-être que je te parlerais maintenant comme... peut-être que la vie aurait été différente, on ne se serait pas rencontrés, mais peut-être que je te parlerais maintenant comme compositeur de musique orchestrale. J'aurais peut-être beaucoup travaillé, beaucoup étudié pour m'améliorer. Et puis je serais compositeur de musique épique et comme ça, comme je faisais à l'époque, tu vois. Mais non, j'ai raté un peu la coche. T'embranchement que t'as pris. En fait, simplement, les statistiques ont arrêté de grimper, et puis ça m'avait un petit peu démotivé aussi à une époque. D'autres avaient grimpé, moi pas, du fait que j'avais pas assez travaillé, en fait, simplement. C'est souvent ça. Ça joue assez souvent. Oui. Mais pour ce qui est des ambiances, là... C'était quand alors, ce petit embranchement, ta première ambiance et tout? Il y a 4 ans environ. Il y a 4 ans, ok. Ouais, c'était quelque chose comme janvier ou décembre 2018. 2018, en 2022, ouais. Quelque chose comme ça. Et là, ça commençait à grimper. J'avais un concurrent à cette époque-là qui s'appelait, je peux le nommer, Sword Coast Soundscapes. Ce qu'ils se rend pas compte, c'est qu'il
Il y a un problème de propriété intellectuelle avec son nom. Heureusement qu'il monétise pas trop. D'ailleurs, il s'est fait démonétiser. D'accord, ouais, très bien. Ouais, et lui, je l'ai dépassé au fur et à mesure que les années ont passé parce que j'ai créé plus d'ambiance, plus niche, plus... puis peut-être mieux aussi. Possiblement. Mais parce que c'était quand même un milieu très niché, je suppose que les Américains ou quelqu'un d'autre avait de l'avance en ce qui concerne peut-être le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est très développé. La taille de la communauté anglophone devait être plus grande. Il y avait quand même et vu que la musique, tu vois, c'est en fait quand toi tu crées de la musique pour toute la planète, vu que tu n'utilises pas de langue, on dira ta communauté. Oui, tu t'adresses à elle en anglais, il me semble. Oui, absolument. Ouais, j'ai pas le choix de parler à tout le monde. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que les noms de vidéos sont en anglais. Puis quand tu veux toucher les Indiens, les Russes, les Brésiliens qui parlent très mal anglais, par exemple, d'autres, tu dois un petit peu t'internationaliser puis traduire. Donc j'ai traduit tous les noms de. Ouais, c'est vrai, tu les as traduits. J'ai sérieux, mon autre employé qui le fait. Ouais, d'accord. Pour le coup. Très bien, je vois. C'est nécessaire. Ouais. Oui. Parce qu'aujourd'hui, t'as créé combien d'ambiances? Toi-même, combien tu as composé d'ambiances? Actuellement, je suis à 840. 840. Quelque chose comme ça. Pas toutes sont disponibles sur YouTube. Ça, on peut parler de mon business model si tu veux. YouTube, c'est juste, comme tu disais au début, c'est une vitrine pour moi. Donc, j'apparais rarement à la caméra. J'aime bien le faire. Je prends du plaisir à ça. Je préférerais parler en français parce que je suis plus à l'aise. Les phrases sont plus jolies. Ouais. En anglais, tu essayes d'être concis et clair. Parce que pas tout le monde parle bien anglais, donc tu peux pas te permettre non plus de jouer à Shakespeare. Effectivement. Non pas que j'en ai les capacités. Mais non, j'ai 800 et quelques ambiances. Je dirais qu'il y en a 350, 400 qui sont disponibles sur YouTube, en plus des musiques. Et tout le reste est sur Patreon. Patreon qui est une plateforme de financement participatif. Voilà, continu en fait. Donc chaque mois, tu peux mettre un peu d'argent et puis tu reçois du contenu en échange. Puis le Patreon, j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie sur Patreon parce que c'est un de nos revenus principaux. Et là-dessus, de tout le monde du JDR, du jeu de rôle et de la musique, on a le plus conséquent. Il y a plein d'autres compositeurs dans le milieu et je pense que je suis l'un des seuls à pouvoir en vivre. Les autres survivent vraiment, mais parce qu'ils ont un business model qui n'est pas basé sur une niche. Ils n'ont pas réussi à grimper, à croître là-dedans. D'ailleurs, on a un serveur Discord avec tous les compositeurs principaux du monde du JDR, du jeu de rôle, Et il y en a qui disent j'aimerais bien me mettre aux ambiances, j'aimerais bien sortir de la musique et faire plus d'ambiance parce que toi tu réussis et tout. Et en fait, ils regardent et ils se disent mais en fait toute la niche est prise. C'est impossible de grandir maintenant. Ça, c'est bien, tant mieux pour moi. C'est l'idée, Ça bloque complètement. J'ai un monopole sur le coup, presque. J'essaie de faire pareil. J'ai essayé de faire pareil un petit peu dans mon milieu. Moi, au final, ça ressemble un petit peu quand je faisais un tutoriel pour un exercice. J'avais envie que quand quelqu'un le voit, ils se disent j'ai les réponses à toutes mes questions. Absolument. Mais ils se disent aussi ah merde, je peux pas faire mieux. Du coup, je vais pas essayer. Exact. C'est une façon de prendre toute la place, d'essayer de prendre plus de place et entre guillemets de décourager la concurrence. Absolument. Ce qui est une compétition très saine, je trouve, et très gratifiante aussi. Mais on reviendra après, juste après, si ça te va, sur tout ce qui est le business et tout. J'ai envie de creuser un petit peu le côté création et tout ça. 840 ambiances que tu as créées toi-même. Donc c'est toutes des ambiances qui seraient utiles dans un jeu de rôle. Comment est-ce que tu crées ça? Est-ce que tu as toute une liste où tu te dis OK, la caverne au troll, je l'ai, le désert glacial, je l'ai, l'ambiance lunaire, je l'ai pas, OK, je la garde sur ma liste. Comment est-ce que tu te retrouves là-dedans? C'est énorme. Il y a plein de gens, tu leur dis OK, nomme-moi des ambiances. Tu creuses un peu, tu vas en trouver 30. Après tu te dis bon, OK, j'ai fait le tour. Mais comment est-ce que tu gères ça? Alors, c'est une très bonne question. On me l'a déjà posé, parce que c'est vrai qu'au final c'est beaucoup d'ambiance et la réalité est que je pourrais faire ça encore durant des années et je vais le faire encore durant des années. Déjà il faut être maître de jeu parce que comme ça tu as une bonne... Enfin, je pense qu'il faut être d'abord son propre client pour bien savoir comment servir l'autre client, le reste. En tant que maître de jeu, j'ai joué, je pense, un bon millier d'heures, donc j'ai énormément d'expérience. J'ai écrit même des bouquins, des campagnes complètes de jeux de rôle. Donc je sais ce qui est attendu de la part des maîtres de jeu.
À côté de ça, j'ai une to-do list simplement sur OneNote avec la liste de tout ce qu'on me propose aussi parce que j'ai une communauté on l'a pas dit, mais j'ai 102 000 abonnés actuellement. J'ai reçu mon prix hier d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, le petit truc YouTube. Je l'ai dit dans l'intro, mais c'est vrai qu'on n'a pas mentionné. Ouais, 102 000. Ouais. 102 000 maintenant. T'as reçu ton petit trophée aussi. J'ai reçu le petit trophée là. Il est beau. Il est très beau. Il est beau. Ça fait plaisir quand même. Ça fait très plaisir. Tu m'étonnes. En sortant, je vais acheter un petit cadre pour le mettre sur la bibliothèque. Ça va être très joli. Ah, beau gosse. Félicitations. Hein. Mais merci. C'est un grand plaisir. C'est une validation de la part de YouTube. Le seul truc qui nous envoie en fait. Effectivement. Et ils ont un peu d'argent aussi, heureusement. Ouais, heureusement. Ouais. Donc, à côté de oui, donc j'ai cette communauté qui me fait des propositions et je les invite. Je suis extrêmement à l'écoute de ma communauté. J'ai un certain mépris envers les créateurs qui ont une vision d'eux-mêmes qui est très supérieure, du style je vous partage, je vous gratifie de mes créations, pauvres mortels. Moi, on parle en anglais, mais j'ai envie de dire, je tutoie les gens avec qui je travaille. J'ai un Discord avec tous mes abonnés. Quoi. Oui, c'est très informel. Puis on parle de tout et de rien. On s'envoie des photos de feat, tu vois, pour dire. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a clairement une désacralisation du YouTuber, parce que il faut le dire, le YouTuber est souvent mis sur un piédestal. Et il y a plein de gens qui me disent, mais c'est fou, t'as 102 000 abonnés et tu me parles. Mais oui, mais mec, je suis comme toi en fait. Donc il faut qu'on ait cette proximité. Moi, c'est ça qui me plaît. Et du coup, ils me donnent beaucoup de retours sur mon travail. Ils sont très honnêtes. Des fois, ils sont durs. Des fois, ils sont négatifs. Et c'est une très bonne chose parce que c'est comme ça que tu vas plus loin. Et ils me font des propositions donc d'ambiance que j'écoute, que quand elles sont pertinentes, parce qu'elles le sont pas toujours évidemment, mais très souvent elles sont très très pertinentes. D'ailleurs, parmi mes meilleures ambiances, je dirais même que les meilleures ambiances viennent en termes créatifs, j'entends, ont été proposées par la communauté. Okay. Et donc c'est dans le cœur de mon métier d'être à l'écoute de ceux que je sers, comme devrait l'être toute entreprise selon moi. Parce que comme ça, tu es sûr que le client reste et apprécie ce que tu fais. Et donc, je rajoute ça à ma to-do list et puis je travaille dessus dès que je peux, par ordre de pertinence, je dirais. Parce qu'actuellement, dans ma to-do list, j'ai environ... C'est un peu spécial parce qu'on a un autre projet à côté dont je t'avais parlé de site internet et autres. J'ai environ 600 entrées. Donc là, tu as 600 ambiances à composer encore, ouais. Et ce que je fais, en fait, pourquoi j'ai 850 ambiances, 840, c'est parce que je fais des variantes aussi. Je suis le seul à proposer ça, mais par exemple, tu fais une ville médiévale, mettons. Ambiance de ville médiévale, on imagine tous le blacksmith, le forgeron, le gars avec sa charrette, la dame, les paysans dans le fond, exact, les gardes qui passent, un chien qui hurle, les vaches, les moutons, tout qui passe au milieu de cette ville en fait. Mais tu peux avoir aussi une version plus calme, une version de nuit, ou une version où c'est une ville un petit peu, puisqu'on est dans le fantasy, t'es pas obligé de rester dans ce qui est réaliste. Par exemple, une ville où tout le monde porte un peu une capuche et puis se cache un peu, tu sais, comme si c'était dangereux d'être dehors. Ou après le couvre-feu, enfin tu vois, t'as plein de variantes à faire. Et moi je m'occupe de ces variantes parce qu'en tant que maître de jeu, je sais que c'est nécessaire. Ouais. Souvent, je mets un son d'ambiance de ville, puis je dis attends mais il y a trop de gens, c'est une petite ville en fait. Ouais. Alors ça c'est tout bête, c'est pour une ville, mais imagine ça pour un donjon, une forêt, un désert. Tu vois un désert par exemple maudit. Un désert maudit, si tu joues pas au JDR, tu dis ça, aucun sens un désert maudit. Oui mais attends, il y a un vent. Et ce vent, t'entends des petites voix de personnes qui te murmurent, tu sais. Regarde un peu les trucs comme ça. Un peu comme voilà. Ça. Là, ça fait du sens. Ou un désert durant une tempête, parce qu'il y a des tempêtes dans le désert. Il y a des éclairs, il y a ce genre de choses. Et ça te fait énormément de variantes. Je vois mieux tout de suite. Et donc, c'est pour ça que t'en as 850. T'as pas 850 lieux différents. En tout, j'ai peut-être 300 lieux différents, ce qui est déjà pas mal. Mais... Ok, c'est impressionnant. C'est vrai que tout est... Et en plus, quand tu joues les jeux de rôle, c'est tellement développé, c'est tellement toi qui crée ton histoire que tu peux décider d'avoir un désert maudit avec des gens qui te chuchotent à l'oreille sans que tu les vois. Et quand tu es dans ce moment-là, t'as pas envie de mettre, notamment pour quelqu'un comme toi ou quelqu'un qui cherche l'immersion parfaite et le perfectionnement dans son univers, t'as pas envie de mettre une vieille ambiance de désert normal, tu vois. Oui, là, ok, j'ai envie d'avoir cette immersion complète en mode, parce que moi j'ai pu assister à Michael qui faisait le maître de jeu. C'est vrai que c'est très quand tu le prends à cœur et quand t'es passionné et que ça s'entend, tu fais vraiment attention à essayer de nous mettre dans l'ambiance. Tu nous mets les musiques et on s'intègre vraiment, et ça change tout en fait. L'attention aux détails, quand tu la mets ici, là, le résultat global, il est énormément différent
ok, je te parle avec un ton monocorde et je te mets une musique de Mozart parce que je sais pas, t'es à un concert, t'es dans une salle de concert avec d'autres personnes, tu vois. Ça, c'est ça qui fait la différence, du coup, j'imagine. C'est ça. Ce que tu fais aussi. C'est pour moi quand je fais le maître de jeu, je considère que je dois quelque chose aux personnes qui viennent chez moi. Je suis plus narratif que simulationniste, comme on dit pour les maîtres de jeu. C'est-à-dire, il y en a qui aiment beaucoup les chiffres, lancer des dés, avoir des bons résultats, enfin, tu sais, être très précis. Alors, j'apprécie aussi de jouer comme ça, mais ma manière d'être, de faire, c'est plutôt de renforcer l'immersion dans le monde, et je veux que les joueurs se sentent leur personnage et s'investissent dans leur personnage au maximum. Samedi passé, ouais, je jouais avec des amis, et il y a une fille du groupe qui a un personnage qu'elle aime énormément, et j'ai réussi à la faire pleurer. C'est vrai. Alors je voulais pas lui faire du mal, elle a pleuré de joie en fait, parce qu'elle a aimé comment le développement de son personnage s'est passé, où elle a eu des flashbacks de son passé, de son mari, de plein de trucs comme ça. Et puis c'est magnifique en fait de voir à quel point on peut se sentir dans son personnage au-delà de ce que l'on voudrait. Tu vois, parce que naturellement, quand tu vas chez un ami, tu vas pas te mettre à pleurer. Bah non, tu vois, le but, c'est pas de faire pleurer les gens, mais si tu peux être joyeux, heureux pour ton personnage, si tu sens de la colère pour ce qui lui est arrivé, bah mon job est réussi pour moi. C'est fort, ça, j'ai envie de dire, c'est fort, parce que c'est réussir à projeter quelqu'un là-dedans. Alors, il faut que la personne soit réceptive, qu'elle soit assez sensible aussi, suffisamment, et aussi avoir envie de montrer ses émotions, mais je pense que c'est des caractéristiques qui sont peut-être plus souvent réunies dans des joueurs réguliers aussi de jeux de rôle, parce que ça te plaît de pouvoir t'imprégner de ton personnage, et tu es d'autant plus imprégné par le travail du maître du jeu et dont l'ambiance, dont le son et tout ce que tu peux rajouter qui augmente l'immersion. Ouais. Évidemment. Ouais, c'est vrai que moi, très longtemps, dans ma tête, le jeu de rôle et Donjons et Dragons, c'était vraiment, tu lances des dés à 14 faces, des trucs comme ça, tu sais, des trucs stylés, tu lances un dé. Est-ce que ton attaque a réussi sur le monstre? J'avais joué un petit peu à des jeux de plateau, des jeux de société, comme ça existe. Et moi, j'ai toujours trouvé ça cool, parce que j'ai adoré les jeux vidéo, World of Warcraft, j'ai beaucoup joué. Sur moi, ça ressemble, ça peut ressembler, en tout cas. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très... Il se pompe parmi quand même. Hein. Tous ces univers fantasy médiévaux et autres, tu retrouves les mêmes éléments, les mêmes classes, le paladin, le guerrier, le mage et compagnie. Tu retrouves tout ça un peu partout. Aussi tout ce qui est lore de créatures, enfin l'histoire des créatures, des mondes et tout. Tout ce qui est le background de historique et narratif. Ouais, c'est sympa. Et toutes ces ambiances, du coup, toi, tu les composes quand même. C'est où tu l'as fait pendant très longtemps, et ensuite on arrivera un petit peu à la suite où c'est vrai que tu es moins concentré là-dessus aujourd'hui, j'ai l'impression. Ton processus de création de cela, que ça soit ta musique ou tes ambiances. Oui. Parce que tu vois, on est tous les artistes, ils ont un petit peu, je dirais pas nécessairement leur superstition, mais ils ont leur processus en mode, moi, il faut que je me mette un peu dans ces conditions-là pour pouvoir travailler efficacement, pour pouvoir créer, parce que là, on parle de création. Bien sûr. Est-ce que toi, t'as quelque chose de particulier? Parce que tu vois, t'es la première personne que j'invite sur ce podcast, et pas la dernière, certainement, parce que tous les créateurs m'intéressent, et j'ai envie de pouvoir discuter avec plein de créateurs dans plein de milieux, mais t'es le premier qui fait de la musique que j'ai là-dessus, et je trouvais ça très intéressant de pouvoir aussi savoir quel est ton processus de création. Écoute, je vais dire quelque chose peut-être un peu étonnant, mais j'ai aucune passion pour la création de musique en particulier. D'accord. Ce que j'aime, c'est la création en tant que telle. Depuis gamin, j'ai besoin de créer. Quand j'avais 8-9 ans, je me souviens que j'avais créé un espèce de jeu de société avec des amis basé sur le dessin et tout, avec des règles et tout. Je me souviens que j'avais aussi créé un autre jeu. Il y a beaucoup de jeux au final. Le jeu est important. Le jeu est quand même omniprésent dans tout ce que tu fais. Mais pas tant que ça. J'ai d'autres intérêts quand même à côté. J'aime beaucoup l'écriture. Politique, philosophique, c'est extrêmement important, c'est même plus important que la musique en réalité. Mais plus jeune, je me souviens que j'avais une ville Lego, parce que j'adore les Lego, c'est aussi la création, où j'avais démonté tous ceux que j'avais achetés, j'avais créé une ville et j'avais créé des règles pour mes amis où ils avaient leur personnage, je pouvais le faire évoluer, et puis je leur faisais en fait le maître de jeu. Je savais pas parce que j'avais 10 ans, tu vois. À l'époque en fait c'était du jeu de rôle. T'as commencé tôt. Ouais, j'ai juste un besoin de créer qui est constant. Ça a pris diverses formes au fur et à mesure du temps. Dès que j'avais entre 10 et 14 ans, c'était le code. Je codais des mods pour Oblivion et Morrowind et plus tard Skyrim. Donc voilà, c'était du code. À côté de ça, ensuite il y a eu la création dans les jeux vidéo.
comme dans Minecraft par exemple. C'est tout bête, mais au final c'est très créatif et on retrouve le côté Lego avec les blocs et compagnie. Exact. Et donc ensuite il y a eu la musique orchestrale, et là on retrouve le côté bloc aussi avec les sons d'ambiance. Les sons d'ambiance, et c'est là mon processus créatif pour que les gens sachent comment ça fonctionne. C'est des grosses banques de sons que j'ai achetées qui contiennent genre 1 million de sons, de petits samples différents. Donc ça peut être par exemple 50 sons où une personne tombe à terre, mais de manière différente, 50 sons où il y a des coups d'épée, où il y a, tout bête, hein, une personne qui frappe sur une casserole. Alors, des sons, à première vue, un peu inutiles pour certains, et qui en fait trouvent leur utilité quand tu fais le son pour un film ou un jeu vidéo ou autre, tu vois. Et donc, ce travail, à quoi ça ressemble? C'est comme une ligne de temps, comme sur Adobe Premiere, comme sur tous les programmes. Un montage vraiment où tu mets tes sons ensemble, tu fais des Lego. Là, tu dis non, mais c'est super simple. Attends, c'est pas si simple. Tu mets plein d'effets en fait sur tous ces samples, tu les retravailles, tu les étires, tu les modifies, tu en mixes certains ensemble, tu dois ensuite faire le mastering par-dessus. Tu mets la reverb, tu mets plein d'effets, tu les retravailles beaucoup. Donc il y a ce côté Lego où tu poses tes différents blocs, et ensuite il y a le côté vraiment technique, vraiment qui va être très très technique, où tu mets la compression, l'équalisation, les delays et tous les effets pour créer le fichier final qui sera cette espèce de monde narratif que tu auras créé et que tu vas exporter pour YouTube et compagnie. Et pour ce qui est du processus en lui-même, donc j'ai besoin de créer, ça c'est une évidence, mais la musique ça me vient par vague, donc enfin les ambiances. Typiquement je peux ne rien créer pendant 2 semaines, à côté de ça je fais du management ou je lis ou je fais d'autres choses, et d'un coup en 1 semaine je vais composer 25 ambiances, où je vais être du matin au soir dans mon bureau, de 8h à des fois minuit, des fois même je compose la nuit aussi, même si j'aime pas ça parce que ça me déphase et c'est pas une bonne chose. Mais tu sais, des fois, t'es devant ton truc, ça marche bien, t'as un peu le flow. Tu vois ce que c'est le flow, T'es vraiment dans le flow, ça m'arrive. C'est rare, mais dès que ça m'arrive, j'en profite au maximum, même si le lendemain, je suis en PLS, quoi. Ok. Bah oui, parce que tu peux pas le faire sur mesure. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à l'appeler sur mesure, cette sensation. Et donc, ouais, là, je compose un maximum. C'est un espèce, par genre de cycle, un petit peu. C'est un peu des cycles, d'inspiration, de toutes les étoiles sont alignées et boum, j'en vois parce que j'en ai terminé une, bam, je suis dans le flow, je suis chaud, tu profites de ton élan pour en faire plusieurs. Et parfois, je prends des clients, c'est pas souvent, mais je prends des clients qui ont besoin d'une commission, enfin une commission d'ambiance, donc une création d'ambiance ou de musique pour une certaine date. Et là, donc, je dois me forcer à composer pour ce moment-là. C'est pas forcément ce que je préfère, mais ça, c'est très dur pour un artiste. J'aime pas le mot artiste, mais c'est très dur pour un artiste de se forcer à créer. Il y a un côté où d'être forcé, d'être contraint à créer, par obligation. Maintenant, il faut que tu crées maintenant. Donc je mets toujours pas mal de conditions et souvent je donne plus que ce qu'ils ont demandé en compensation, mais ça fait aussi partie de mon business model où ce que je compose pour un client, je leur demande le droit de partager ensuite sur Patreon et pour valoriser plusieurs fois le même produit. Là on arrive sur le business même. Donc j'arrive aussi à me forcer à composer à n'importe quel moment si c'est nécessaire, mais dans l'absolu j'aime bien avoir des moments où je fais ça en bloc et je peux vraiment me mettre à fond dessus, parce que c'est le problème du travail créatif, c'est que tu peux pas faire du management ou regarder une vidéo ou je sais pas quoi pendant que tu fais du créatif, en tout cas pour moi. Parce que c'est du pur créatif, en plus ils utilisent le son, c'est pas du dessin par exemple. Tu vois, je dessine aussi un petit peu, je fais un peu d'illustration, mais je partage pas, c'est vraiment pour moi. Pour le coup, je le garde que pour moi, pour des amis que j'envoie des fois. Mais là, tu peux regarder une vidéo en même temps. Enfin, tu peux écouter un podcast, quelque chose comme ça. Par exemple, ton podcast. Par exemple. Nous sommes dessus d'ailleurs, tiens. C'est très méta. Non, mais quand tu fais du son, c'est impossible. T'as besoin des yeux, t'as besoin des oreilles. Donc tu peux faire que ça. Je mets le téléphone loin, parce que le téléphone, c'est une catastrophe pour la productivité. Je coupe même des fois Internet quand j'ai pas besoin de son que je dois chercher sur des sites et autres. Et puis je me mets à fond dessus pendant une journée. Des fois, j'oublie de manger, fréquemment, j'oublie de manger. Classic flow. Voilà. Mais ça, c'est peut-être un petit peu plus aujourd'hui, quand tu étais pendant toutes ces années aux études et au travail. Je suppose que ça se produisait le soir. Est-ce que c'était régulier? À quoi ressemblait ta création lorsque tu étais contraint dans un quotidien d'obligation comme l'énorme majorité des gens et l'énorme majorité des gens qui nous écoutent et qui se diraient tiens, j'aimerais bien créer aussi, mais j'ai pas le temps, ou c'est compliqué. Toi, tu faisais ça du coup en rentrant, forcément. Il y a qu'un seul mot, c'est le sacrifice. J'ai sacrifié plein de trucs, plein de sorties avec les potes,
plein de soirées où j'aurais pu être au téléphone ou à jouer à des jeux vidéo avec des amis ou autres. D'ailleurs ça passe mal quand tu expliques aux gens qu'en fait s'ils veulent réussir leur projet, ils doivent sacrifier, ils doivent faire des choix et ils veulent pas les faire. Alors j'ai été longtemps, j'étais chez mes parents à un moment durant ma pré-carrière de musicien, plutôt de chef d'entreprise maintenant, créateur. Mais ensuite, j'ai pris mon appart et j'étais toujours pas à 100% de ma musique. J'étais encore consultant en cybersécurité, tu vois. Ouais. Et même là, quand je faisais ma journée de 8, 9 heures, 10 heures des fois, quand c'était en crush, là, je rentrais et puis je continuais à bosser sur ma musique. Et oui, tu bosses 12, 13, 14 heures, le week-end aussi, sans exception. Et au bout d'un moment, bah, ça fonctionne. C'est des centaines d'heures à investir, c'est des milliers d'heures à investir, c'est le seul moyen. En tout cas, pour mon milieu, peut-être que si t'es un génie d'un autre milieu, tu peux le faire beaucoup plus facilement, mais c'est toujours des sacrifices, c'est toujours de l'investissement, et il faut se forcer en fait. Et là, je me suis longtemps forcé, mais j'avais le drive de me dire, j'ai envie de me sortir de cette situation d'être un employé, même si en cybersécurité le salaire est très bon. Ça, c'est des bonnes conditions, tu vois. Tout le monde veut que tu bosses pour eux. C'est un bon job. Je quitte une bonne position pour une bonne... T'as quand même quitté une belle position, oui, ancrée, stable, dans laquelle t'étais reconnu et valorisé, et dans laquelle t'avais gradé aussi, pour autre chose. Donc, parce que ce qui est beau avec l'entrepreneuriat, c'est que t'as pas de limite et que tu fais ce que tu veux. Et je te parle pas du côté financier, c'est du côté vraiment tu te lèves le matin et tu dis qu'est-ce que je vais faire de ma journée, et t'es libre de le faire, tu vois. Alors t'es libre de te planter aussi, ça vient toujours avec son coût. Et je peux dire qu'au début j'étais très stressé. Même si ça a fonctionné directement, je suis de nature assez anxieuse, donc j'étais très stressé. Mais non, si tu fais suffisamment de sacrifices, si tu fais pas forcément ce que tu veux, mais ce qui doit être fait aussi, ça, et on en reviendra après, ouais. ben tu y parviens normalement. Donc après, en gros, t'as trouvé le temps et t'as fait ce qu'il fallait faire aussi parce que tu sentais que tu faisais ça, cette création de musique, et que t'es vraiment passionné par ça. Est-ce que c'était, entre guillemets, ta passion du moment, de la journée? Parce que je me doute que t'étais peut-être pas à ce point-là, en tout cas, passionné par ton travail ou par tes études à l'époque. Si, c'est intéressant. Après, les études, j'ai beaucoup hésité entre psychologie et HEC. Les deux m'intéressent énormément parce que je suis passionné par l'être humain et par tout ce qui est cognitif, tout ce qui est émotionnel et personnalité et tout ça. J'ai beaucoup étudié ça dans mon temps libre. Actuellement, comme je t'ai dit, je fais un bachelor en psychologie à côté dans mon temps libre. Ouais. C'est bien ça. Parce qu'il faut toujours continuer à se former, toujours continuer à s'intéresser aux choses. Sinon tu stagnes et tu finis par dépérir. Si tu stagnes, en fait, tu recules. Les autres avancent, donc toi tu recules nécessairement par différence. Mais bref, en fait, ce qui a été le drive, je dirais, c'est le sens. Le sens. Purpose en anglais. C'est pas très la raison d'être. La raison, voilà. Dès que j'ai trouvé un sens à ce que je faisais, et c'était en fait les remerciements des gens qui écoutaient, pas forcément des clients, mais des gens qui sont juste sur YouTube et qui disent j'aime, merci, ça me permet de dormir, ou je sais quoi. Parce qu'en fait, il y a une grande partie des gens qui regardent ma musique sur YouTube, qui écoutent mes vidéos, c'est en fait des gens qui jouent pas au jeu de rôle. D'accord. Même une majorité, j'avais fait tu sais, on peut faire d'un sondage sur YouTube, ils sont assez cool. Et en fait, j'avais quelque chose comme 60% ou 50% des gens qui étaient là pour se relaxer. 15% c'était des étudiants qui mettaient ça en fond pour étudier ou pour, voilà. Certains c'était pour dormir, et puis 20-30% c'était, j'ai pas peut-être les chiffres exacts, mais bien sûr. Un tiers c'était pour le jeu de rôle en réalité. C'est fou. Donc effectivement, tu fournis tout ça, tous les gens prennent ce qu'ils veulent pour l'utilisation qu'ils veulent, mais ils le prennent pour eux. Évidemment, ils viennent pas pour te faire plaisir, écouter une heure d'ambiance, c'est pas pour faire plaisir aux compositeurs. Ça, je le dis très clairement à tous ceux qui aimeraient lancer leur business. Personne va vous faire plaisir. Personne va vous acheter vos produits pour vous. Ils vont le faire parce qu'ils en ont besoin. Il faut répondre à une demande. Et ça a commencé à fonctionner, mes ambiances, ma musique, quand j'ai répondu à une demande, quand j'ai arrêté d'être centré sur moi, et quand je me suis dit, qu'est-ce que les gens veulent en fait? Parce qu'on n'est pas nous-mêmes, on est spécial que pour nous-mêmes. Tu vois, et notre mère, éventuellement. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est assez restreint comme ça. Qui est indulgente et qui vous dit que c'est bien, alors qu'en fait, c'est une catastrophe. Effectivement, ça dépend les mères, N'est-ce pas? Mais non, tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr. Mais il faut d'abord répondre à une demande. Et en fait, quand j'ai vu que je répondais à une demande, ça a donné un peu du sens à ce que je faisais. Et dès que tu as du sens dans ce que tu fais, tu sais pourquoi tu avances, et tout va mieux. Même au niveau personnel, en fait, ça te donne, si tu veux, la volonté de, quand tu rentres du boulot et que t'es crevé,
à continuer à bosser 3-4 heures. Et quand tu vas dormir, tu te dis, c'était une bonne journée. J'ai fait quelque chose. Ma journée a eu du sens. Et est-ce que tu trouvais beaucoup moins de ce sens, du coup, dans le reste de ta journée? Dans le travail ou dans les études? Tu voyais une finalité là-dedans? Tu voyais un chemin sur lequel tu te sentais en contrôle et dans la bonne direction? Alors, les études, c'est jamais perdu, c'est toujours des connaissances. Bien que j'ai une opinion assez tranchée sur les universités actuellement, pour moi, c'est juste des hubs idéologiques où tout ce qu'ils nous proposent est en fait très politique. Dès que tu commences à vraiment t'intéresser à ce qu'ils disent et à surtout chercher des contre-avis et autres, tu vois. Enfin, c'est extrêmement politisé l'université en général. Là, je suis en psycho, c'est très très orienté d'un côté. Je vais pas rentrer trop dans la politique, j'ai pas envie d'ennuyer ceux qui seraient d'un avis différent. Mais non, à côté de ça, il y a quand même beaucoup de sens à l'université à acquérir des connaissances, même si j'ai du mal avec le fait d'être un petit robot qui apprend par cœur et qui doit recracher ça dans un examen. C'est antithétique à ma personne. Pour ce qui est du travail, je crois qu'il faut aussi chercher du sens dans ce que tu fais. C'est-à-dire que il faut se rendre à l'évidence qu'on va pas tous révolutionner le monde. Ni toi ni moi, probablement, on allons révolutionner le monde. À notre échelle, on va aider quelques personnes, comme c'est déjà le cas. Tu vas peut-être, toi, aider des personnes à se retrouver dans le sport, à recréer du sens, à améliorer leur physique, à avoir plus de drive, à avoir plus de performance. Moi, je vais aider les gens à se reposer. C'est peut-être, on est complémentaires, c'est ta manière, tu les fatigues. On devrait faire un truc les deux. Je les relaxe. Non mais je vais les aider à avoir des meilleures parties avec leurs amis ou certains même m'ont dit qu'ils écoutaient certaines ambiances avec la personne qu'ils aimaient ou une personne qu'ils appréciaient pour parler, pour discuter. Enfin, les utilisations sont extrêmement diverses. C'est toujours passionnant de voir comment les gens utilisent notre contenu en fait au-delà de ce qu'on imaginait. C'est ça. On m'a dit d'ailleurs, pour la petite anecdote, je rebondis, que beaucoup de gens écoutent mon podcast pour s'endormir aussi. Parce qu'ils aiment bien le son de ma voix ou quoi. Parce que tu sais, Spotify, ils font des wraps à la fin avec le nombre de minutes que tu as écouté un podcast et les gens partageaient ça. Il y en avait, c'était littéralement, ils avaient écouté 3 fois chaque épisode. Wow. Puis j'avais écrit à la personne parce que je lui ai dit, ouais, je crois que t'es la record woman que j'ai vu. Elle m'a dit, ah, mais c'est parce que je laisse toujours tourner tes épisodes la nuit pour m'endormir. Tu dis, ah, d'accord, moi, je vais le prendre pour un compliment. Mais c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Et tu vois, comme tu le dis, ça rebondit sur le fait que chacun, il trouve l'utilisation qu'il veut. Et c'est ça, au final, faut surtout pas vouloir contraindre les gens à utiliser tes créations ou ce que tu fais. Exact, oui. D'autant comme toi, tu penses que ça doit être utilisé. Oui. D'autant que c'est enrichissant parce que tu découvres des nouvelles manières d'être utilisé. En termes purement marketing, c'est intéressant parce que tu sais comment tu peux te développer. Et puis, d'un autre côté, quand tu peux te développer dans ce sens-là, tu peux rendre service à plus de monde. Et en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais ce qu'on disait juste avant, c'était la recherche de sens. La recherche de sens dans le travail, tu disais. Et ça, c'est très important. On peut pas tous révolutionner le monde. On ne le fait pas, ou à notre échelle, on le fait, mais c'est vraiment limité en réalité. Et quand tu fais un job, là, c'était la sécurité informatique. J'ai pas toujours été chef de projet, j'ai pas toujours été chef d'équipe. À un moment ou à un autre, je remplissais des fichiers Excel, je faisais des études de marché, je comparais des différentes solutions antivirus et plein d'autres trucs. Ça a quand même du sens. Même si quelqu'un d'autre peut me remplacer, là, c'est moi qui le faisais, j'aidais. J'étais du bon côté de la barrière, si je puis dire. Donc, c'était en cybersécurité et défense. C'était pas en cyberattaque. D'accord. Pas bien. J'aurais pu, peut-être que j'aurais gagné plus d'argent, mais pas envie de finir en prison. Mais ça fait du sens. Si t'es aussi caissier dans une entreprise, dans un magasin, ça fait aussi du sens. T'as aussi une utilité. Il faut chercher. C'est pour c'est pour comparer. Bien sûr. Il faut chercher du sens dans ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'est en termes de vraiment de développement personnel. Tu vas être bien plus équilibré et tu vas ensuite créer moins de ressentiment. Ça, on arrive sur la philosophie. Je vais pas trop vous ennuyer avec ça. Mais tu crées moins de ressentiment et tu pourras trouver des nouveaux éléments, des nouveaux objectifs qui vont te permettre d'avancer plutôt que de subir ta journée et de la haïr au point que quand tu arrives chez toi, t'es au bout de ta vie et t'as juste envie d'attendre le week-end pour dépenser le peu d'argent que t'as gagné ou bien d'attendre tes vacances pour faire le énième voyage copier-coller à Barcelone et autres, tu vois. C'est très subjectif comment tu perçois et comment tu vis ton quotidien, ta journée et donc ton travail. Oui, c'est plus facile quand plusieurs, mettons, conditions de flow sont réunies, tu sais exactement ce que tu fais, tu sais pourquoi, tu as du feedback immédiat, tu es dans le contrôle, le monde il est délimité, tu sais dans quoi tu joues et quel est ton pouvoir là-dedans. Tu as quelqu'un qui te dit quoi faire et tu as un objectif à atteindre
Et parfois, t'as beaucoup moins ça, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus, ok, je suis là, tu le vois pas en fait, parce que c'est moins précis, mais tu peux décider toi de voir ça. Ok, mon objectif en fait, ça peut être ça. Ok, mon contrôle, il est là-dessus. Ok, c'est moi qui décide à quel point je souris aux personnes pour embellir leur journée, voilà. Et etc. Et ça c'est magnifique de pouvoir trouver du sens de cette manière. Quand tu es comment dire, conseiller dans un magasin ou autre. T'as des gens qui apprécient ce job parce que justement ils ont ce rapport au client et puis ils donnent du sens à tous ces rapports humains et ils prennent ça comme une possibilité de se dépasser et de s'améliorer. Enfin, tu peux trouver ça n'importe où. Mais absolument. Et ça c'est un travail à faire sur soi et c'est un travail que j'ai fait. Et j'essaie aussi de donner du sens à tout ce que je fais, même si au final je fais que des ambiances pour des jeux de rôle. Ouais, c'est ça qui est marrant. Mais je fais que des ambiances pour des jeux de rôle. C'est quand je dis ça à des gens, ils me regardent. Déjà, ils comprennent pas ce que c'est, donc ils arrivent pas à te ranger dans une catégorie. Et quand tu peux pas être rangé dans une catégorie, les gens ont du mal, par essence. À te percevoir et à savoir quoi faire avec toi. Voilà. Donc maintenant, je dis, je suis chef d'entreprise dans la musique, ce qui est aussi vrai. Puis là, c'est plus clair. Là, ils croient que c'est Monsieur Businessman, alors qu'en fait, des fois, je suis en cassant derrière mon ordi, puis je compose, tu vois. Toi aussi, tu crées en caleçon? Bah écoute, il faut se mettre à l'aise. Bah oui, je comprends bien, c'est la même. Non mais voilà, c'est important de donner du sens à ce qu'on fait et j'en ai donné à ce que j'ai fait. J'en ai perdu à un moment. J'ai perdu du sens quand j'ai commencé à en vivre en réalité. Pourquoi? Parce que l'objectif était atteint. J'ai commencé le 1er janvier de l'année passée et pendant un mois, je n'ai pas composé. Je n'ai rien fait. J'ai survécu sur les réserves que j'avais faites. Donc j'entends les réserves d'ambiance déjà composées parce que financièrement c'est des revenus redondants et récurrents. Donc il y a très peu de changements c'est assez mois stable, à un autre. Voilà. Faut pas que je m'occupe de clients du style si je prends pas de clients, je vais mourir de faim le mois prochain. Moi en fait je travaille pour l'avenir et je travaille pour dans 6 mois. Donc en fait il faut avoir une bonne vision à long terme et il faut être oui, il faut voir le monde à long terme. C'est ce que je fais depuis toujours. Mais juste avant de revenir, pour transitionner vers cela, parce que récemment, comme tu l'as dit, t'as dit quoi? 1er janvier 2021, c'est ça? Oui, l'année passée. Tu as terminé ton travail, tu as démissionné pour le 1er janvier 2021, c'est ça? Exact. Et tu l'as mentionné un petit peu au début de l'épisode, tu aussi de par ta nature prévoyante, on dira, tu voulais pas te jeter non plus dans l'inconnu, tu avais aucune bonne raison de le faire dans le sens où tu avais cette superposition reconnue, stable et financièrement intéressante. Et tu as dit que tu avais attendu que tes revenus de ton hobby ou side project soient équivalents à ceux de ton salaire mensuel pour faire le pas et sauter. C'est comme ça que ça s'est passé? C'est ça, ouais. Comment s'est passée cette transition? C'est peut-être ma nature de Suisse où j'aime pas prendre de risques. Pas trop de risques. C'était même pas pour un risque de perte de confort parce que je m'étais assuré, comme je dis, je suis très prévoyant. J'aime pas prendre de risques inutiles. Donc j'avais vraiment mis beaucoup d'argent de côté, assez pour vivre quelques années tranquilles. Donc pas de vacances depuis 4 ans, peu de dépenses en général et autres. Parce que voilà, je voulais juste assurer le coup au cas où le fait que je sois parti en indépendant me péjore pour retrouver un travail à l'avenir. Parce qu'au final, c'est l'expérience que t'as pas acquise dans un domaine précis. Tu vas faire valoriser de la musique pour la sécurité informatique. Bonne chance. Oui, c'est vrai que c'est difficile à valoriser. Donc il faut penser à tout ça. Il faut pas juste se jeter sur un projet comme ça une fois que t'as X milliers de francs de côté pour dire bon bah YOLO, si j'y vais à fond, ça va le faire. En musique, non. Non. Comme je dis, je suis sur un Discord où il y a tous les autres compositeurs. Certains en vivent parce qu'ils gagnent 500 balles par mois, puis ils vivent en Argentine ou je ne sais où. Ça passe. En Suisse, bah, rien que le loyer, c'est 2000 balles. Reste en Suisse, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Le coût de la vie, moi-même je sais, c'est pas la même chose quand tu gagnes ta vie sur Internet. Exact, ouais. C'est différent. Ah, c'est sûr, j'avais considéré le fait d'aller à l'étranger. C'est vrai que si je vais, je sais pas, au Mexique ou à peu près n'importe où. À peu près n'importe où en dehors de ce pays. N'importe où qui n'est pas la Suisse. Voilà, bah, du coup, tu vis comme un roi parce que t'as un salaire de Suisse à l'étranger. Mais moi, j'aime beaucoup trop mon lac, j'aime beaucoup trop mes montagnes, j'aime beaucoup trop ma famille, mes amis. C'est impossible de bouger d'ici. Tu prêches un converti. Voilà, je prêche un converti. Exact. Mais je préfère trouver un boulot secondaire pour compenser ou bien je sais pas quoi que de quitter la Suisse, ça c'est sûr. Et c'est ce que t'as fait, tu t'es trouvé un boulot secondaire que t'as cultivé, en parallèle de ton boulot principal. Voilà. Et j'ai switch ensuite. C'est vrai que j'ai oublié ta question. J'ai switch ensuite. Oui, t'as switch, mais t'as transitionné. C'est vraiment parce qu'en fait,
toi dans ton milieu aussi, on n'est pas sur une chaîne YouTube de divertissement dans un milieu où il y a un effet de viralité fort. Exact. Toi, t'as jamais bénéficié d'un effet de viralité, c'était vraiment vidéo après vidéo. Toi, t'es vu typiquement pour donner une métrique qui est assez facile à se représenter, d'autant plus à ceux qui écoutent ce podcast. Tes vues sont vraiment montées progressivement avec une pente ascendante, mais sans énorme pic parce qu'un jour il y a un truc qui pète ou quoi. Ouais. C'était vraiment brique après brique après brique après brique. Là, pour le coup, il y a pas une brique qui est différente d'une autre. Exact. C'est un business model qui est assez original et qui est sur le long terme aussi, encore une fois. Là, pour le coup. Je pense que dans 10 ans, il y aura toujours des revenus financiers qui vont tomber, même si aujourd'hui j'arrêtais, ce qui est très bien pour mon avenir. C'est vrai. Par contre, c'est vrai que c'est jamais explosif, donc t'as jamais la satisfaction d'avoir fait une vidéo qui fait beaucoup de vues. Mais d'un autre côté, j'ai pas l'obligation de devoir fournir tous les X temps une nouvelle vidéo. Par contre, puisque j'ai une si grande librairie, et ça c'est gênant avec l'algorithme YouTube, puisque ce que j'ai c'est une librairie de sons, les gens vont écouter un peu chaque ambiance, 20-30 secondes pour savoir de quoi il en retourne. Exact. Et ensuite quittent la vidéo. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ça me défonce aux yeux de l'algorithme, qui déteste le fait que les gens switchent de vidéo parce qu'ils pensent que c'est de la mauvaise qualité. Ce qui fait que je suis pas forcément recommandé par YouTube, et j'ai des espèces de pseudo-compétiteurs, une pseudo-compétition qui se trouve être ceux qui font de la musique, enfin des ambiances vraiment de relaxation ou bien piquées de films, mais avec des noms très précis. Du style musique du Seigneur des Anneaux, 2h30. Ils font du SEO beaucoup en fait aussi. Voilà. Ouais, ça j'en fais, mais tu sais, YouTube au final ne porte pas tant d'attention que ça. Tu as les tags, ça n'a aucune valeur. Ils veulent que les gens cliquent et restent, quoi. Voilà, c'est ça, c'est juste ça en fait. Ouais. Et puisque moi c'est une librairie, puis que les gens switchent d'une à l'autre pour savoir ce que je possède dans ma librairie, je me cannibalise un petit peu avec ce mode de fonctionnement, mais au moins les gens viennent de manière récurrente, puis une fois qu'ils ont trouvé la chaîne, ils partent pas en principe. Ils savent que c'est désormais leur fournisseur d'ambiance pour le jeu de rôle ou pour la relaxation, et il y a une grande fidélisation de l'audience. Et ce qui est bien justement, pour revenir justement à cet effet où tu as dit, oui, moi je crée des vidéos, mais du coup c'est vrai que je n'ai pas cette satisfaction, entre guillemets, particulièrement poignante de me dire, ok, celle-ci elle a cartonné. Mais d'un autre côté, le revers de ça et le bon côté de la médaille, c'est que tu n'as pas une énorme atteinte, enfin je sais, à toi de me dire, mais tu n'as pas une énorme atteinte psychologique de te dire j'ai bidé, ou de te dire ah merde, j'ai pas cartonné comme la dernière, tu vois. Donc quelque part c'est vraiment très très stable, émotionnellement aussi, tout comme le business que tu crées derrière, c'est quand même quelque chose de moins risqué, et du coup ça va bien avec ta personnalité, faut croire. Ouais. Alors j'aime le risque, mais plus au niveau du sport, tu vois. J'aime bien faire du skate, j'aime bien faire du snow, j'aime bien quand ça tabasse un peu, puis que je me mange sur le goudron après avoir raté mon trick. Non, mais pour le business mesuré en tout cas, du coup. De me péter une jambe, mais pas de finir à la rue. Écoute. Non, je me fais pas de stress avec ce que je mets sur YouTube, d'autant que c'est même pas moi qui le mets. En réalité, je fais les vidéos, mais j'envoie ensuite à mon éditeur. Enfin, c'est un employé qui lui met les vidéos YouTube. Il sait il met 2 musiques par semaine et une ambiance le dimanche maintenant. D'accord. C'est Philippe, le compositeur, qui fait la musique. On met tout ce qu'il a composé ces dernières années, puisqu'il a rejoint l'équipe il y a pas longtemps, ce qui fait qu'on a beaucoup de choses à mettre sur YouTube. Je sais même pas ce qu'il va se mettre le jeudi ou le mardi. De temps en temps, je dis ouais, tu pourrais mettre celle-ci parce qu'on me l'a demandé, parce qu'il y a quelqu'un sur le Discord qui m'a dit tu pourrais faire ça, puis je l'aime bien, du coup je le fais. Tu vois. Mais non, j'ai pas de grandes attentes. Après, des fois, je peux être déçu quand je vois que la vidéo qui a été postée est celle qui a fait le moins de vues parmi les 10 dernières. T'es quand même affecté par ce classement sur 10. Puis quand t'as le 1 sur 10, puis t'as les petits confettis qui apparaissent, c'est agréable. Ils sont forts pour nous matricer. C'est Pavlov en fait, tu vois, c'est le chat de Pavlov. C'est exactement ça, c'est la récompense et tu vas saliver à l'avance. Exact. Je sais ce qui marche, honnêtement, je pourrais faire du buzz. Tu vas te concentrer sur ce que tu sais il y a plus de demandes et plus d'intérêt. Il y a certains titres certains mots-clés dans le titre qui sont intéressants. Je pourrais en faire 10-15 de suite pour essayer de booster l'algo. Je saurais pas te dire. Je crois que c'est un petit peu de la flemme. Parce que et c'est aussi contraire à mes valeurs. Mes valeurs, c'est de répondre à un besoin, quel que soit le besoin, dans le milieu du JDR. Par exemple, je suis le seul à avoir fait des ambiances qu'on appelle Afro-Fantasy, c'est-à-dire Afro-Afrique. Donc des ambiances, à la place de faire du médiéval européen, c'est du médiéval africain, mais fantasy. D'accord. Donc du style...
comment te dire, on va être méga typique, hein, tu m'excuseras, mais une savane, voilà, on imagine tout de suite l'Afrique, mais avec des insectes géants ou des monstres, ou tu vois une ville africaine où t'entends typiquement des voix ou des intonations qui sont africaines, parce qu'il y a une voix qui est quand même différente, une façon de parler qui est différente, mais à côté, c'est vraiment une ville du Moyen-Âge, pareil que médiévale européenne, mais africaine, tu vois, ou alors une fête avec des feux d'artifice au Moyen-Âge africain, ça n'a aucun sens, tu vois, mais en termes de narration d'univers, ça se fait, c'est intéressant. Et ça, je l'ai fait parce que personne ne l'a fait. Je savais que ça allait être un bide, ou plutôt que j'allais pas revenir sur mes coups parce que j'ai acheté des banques de son exprès pour ça. Bah oui. Mais je répondais à un besoin, même pas forcément naissant, parce que je pense pas que je vais revenir une fois sur mes revenus, c'est pas un souci ça, mais parce que j'avais envie de répondre à ce besoin et parce que ça fait méga plaisir à la communauté. Et c'est mauvais pour le SEO et pour l'algorithme, tu vois, mais j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que c'est un très bel exemple de cela, ce que tu viens de présenter, parce qu'effectivement, tu me parles d'ambiance médiévale, jamais je vais me dire, en fait, ça pourrait être en Asie, en fait, ça pourrait être en Afrique, non. Ou les Aztèques, pour les moi, Indiens, en tout cas, exactement. Pour moi, le médiéval, ça va être, château fort, machin, les coups d'épée, on est tous blancs, tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est vraiment aller chercher. Là, c'est effectivement l'opposé de aller chercher ce qui va marcher. Là, pour le coup, il y a pas de doute. Alors, ma motivation n'était pas politique. Hein. C'était pas pour BLM ou je sais pas quoi. J'imagine bien. Je fais vraiment pas du tout de politique, même si j'adore la politique, c'est ma passion numéro 1, numéro 1. C'était vraiment juste parce que ça n'avait pas été fait, et ça me faisait plaisir. Ouais, ça te faisait plaisir aussi de te dire, j'ai bouché ce petit trou qui n'avait jamais été bouché par personne. Donc, mine de rien, dans l'aspect niche de la niche, tu t'es posé là quand même. Là, tu peux pas faire plus niche, mais c'est une niche qui est tellement petite qu'elle est quasiment inexistante. Les insectes géants médiéval africains, il faut vraiment aller chercher loin quand même. Ça c'était pas exactement comme ça. Non, d'accord, mais je me représente. Tu me le racontes, moi je l'imagine, tu vois. J'imagine la savane avec les blés, enfin le blé, tu vois, le jaune, tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a une fourmi géante qui débarque et tout. Je me dis, ça doit être intéressant à écouter, ouais. J'avais pensé je sais plus comment ça s'appelle, les Stilt Riders de Morrowind, je sais pas si t'as joué à ce jeu, ces espèces de gros, ces espèces de gros insectes de 15 mètres de haut que les gens utilisent pour voyager. D'accord. Ils se mettent dans leur carapace qu'ils ont creusé, comme ça, c'est comme ça dans Morrowind. Puis je trouvais ça intéressant comme concept, donc c'est ça que j'ai fait. Ok, putain, j'imagine bien que tu dois trouver ton inspiration quelque part quand même, de par aussi tous les univers qui ont déjà été un petit peu creusés et développés. Tout ce qui est de la création, puis toi-même tu le sais, on regarde aussi ce qui se fait à côté, et puis on change, on modifie, on essaie d'améliorer toujours. Et puis c'est principalement un recueil d'idées qu'on va mixer en nous et essayer d'en créer quelque chose de nouveau, mais tout est toujours pris quelque part. Des idées vraiment originales, donc qui sont venues de nulle part, un peu sui generis comme ça. J'en ai eu quelques-unes, mais c'est vrai que souvent ça vient du monde médiéval, puis tu essaies d'améliorer, de tweaker, de rajouter des petits éléments, et puis c'est ça la création. Ouais. Putain. Et d'un point de vue business un petit peu plus aujourd'hui, parce que du coup aujourd'hui tu n'es plus compositeur principalement, on dira. Si, pour les ambiances, mais pas de musique. D'accord, pour les ambiances, oui. Il y a que moi qui fais ça. Mais tu es beaucoup aussi dans le business. Tu as mentionné ton Patreon. Patreon, du coup, c'est un peu comme Tipeee, c'est un peu un endroit, pour résumer, pour ceux qui sont pas trop familiers avec ça, c'est vraiment un endroit où les gens peuvent te soutenir en échange de contrepartie, et c'est une plateforme très appréciée par tous les créateurs en général. Il y a beaucoup d'auteurs, de compositeurs, d'écrivains, de podcasteurs. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce soutien de leur communauté directement pour vivre. Ça peut être un soutien par création, généralement, c'est je te donne X euros à chaque fois que tu publies quelque chose, ou ça peut être tous les mois. Et ça, c'est quelque chose que tu as lancé à quel moment dans ton processus Je possède la page Patreon depuis, je dirais, 5-6 ans en réalité, mais au début, c'était purement motivé par la générosité des gens. Je leur disais, vous n'avez pas de contrepartie parce que j'ai pas le temps de le faire, je peux pas le faire, mais si vous voulez me donner un petit peu, c'est avec grand plaisir que j'accepte. J'ai gagné dans à peu près $300 par mois, ce qui est pas mal. Ouais, c'est très bien. Ce qui est agréable quand tu as un autre travail à côté. Mais je pouvais pas vraiment donner de contrepartie. Arrondir les fins de mois. Ouais. C'était agréable. Maintenant, ça l'est d'autant plus que ça s'est multiplié par 12, à peu près. J'ai cru voir, hein. Là, aujourd'hui, t'es à entre 3 et 4 000 $. $3,300. Puis tu sais, t'as les gens qui partent et qui reviennent, ce qui fait qu'au final, ceux qui partent et qui reviennent, ils te donnent toujours un petit peu. Donc c'est vrai que je suis plus haut que ça. C'est pas mal. En fait, maintenant, si tu veux, j'ai la responsabilité de payer les salaires de 2 autres personnes. De Toshio, qui est l'éditeur,
et de Philippe qui est l'autre compositeur. Et donc c'est nécessaire que le business fonctionne. Bien sûr. Parce qu'avec eux j'ai des contrats et puis tu vois, t'as la responsabilité. Faut payer les salaires, bien sûr. Ouais. Et donc Patreon, c'était un bon moyen d'avoir un revenu complémentaire. J'ai les ventes d'albums aussi, qui sont un des revenus principaux aussi. Étonnamment, je vends des albums. Ouais, ce qui est vrai que tu vends des albums. Et j'en vends des centaines chaque mois. On pourrait ne pas s'en douter, mais en fait, c'est une de tes sources principales de revenus aussi. Tout à fait, oui. Parce que tu vois, sur notre plateforme. Ça, c'est sur Bandcamp. Bandcamp, ouais. Je connais. Là, c'est 50 morceaux que tu peux avoir pour $10, ce qui est vraiment pas cher, 50 ambiances. Ouais. Ou bien un album de musique d'1 heure pour $10. On essaie aussi de standardiser les durées et les styles pour que les gens puissent vraiment l'utiliser dans un contexte de jeu de rôle. D'accord. Ça, c'est pour le jeu de rôle. Les gens qui achètent ça, c'est pour le jeu de rôle. Ah ouais, principalement. Après, la musique, tu peux l'écouter aussi par toi-même, mais on a Spotify aussi. Ouais. Donc, je recommande plutôt Spotify, c'est juste pour écouter. Après, si vous voulez être généreux, il y a toujours Bandcamp. Parce que les gens achètent cet album aussi pour le soutien, parce que c'est un petit peu structuré, ou est-ce qu'il peut facilement faire sens, c'est-à-dire ils vont juste trouver toutes les musiques individuellement, ils les écoutent sur Bandcamp ou sur YouTube? Tu dis pour l'utilisation JDR? Par exemple, ouais. Bandcamp, c'est limité à 3 écoutes pour chaque, ensuite c'est bloqué. Donc t'es obligé d'acheter au bout d'un moment. D'accord. Parce que pour moi, en plus, sur Bandcamp, t'as pas de publicité. Sur YouTube, au moins, il y a un revenu. Sur Spotify, il y a un revenu qui est plus élevé que YouTube par vue, 2 fois plus élevé, mais j'en fais moins des vues sur Spotify. Et dans Bandcamp, il faut acheter, les gens achètent et ensuite ils utilisent ça. Ils font une bibliothèque sur iTunes et puis. Donc c'est un des moyens d'avoir ta musique sans publicité, sans interruption. Tout à fait. Et là dans la meilleure qualité possible parce que tu peux choisir, ça je le dis. Souvent aux acheteurs, enfin c'est le côté très important. Il peut l'avoir en FLAC, en WAV, en MP3, OGG et autres. Vraiment le plus anti-compressé, non compressé possible. C'est pas compressé en fait le FLAC, c'est juste moins lourd que le WAV. C'est vraiment le plus pur, il me semble. Je suis pas un expert en audio, mais j'ai dû m'y intéresser un tout petit peu aussi. Mais je recommande plutôt le Ogg Vorbis OGG parce que là c'est 40% plus léger que le MP3 et c'est de meilleure qualité. La restitution du high-end, des fréquences très élevées est très bonne, jusqu'à 24 000 Hz. Tandis que le MP3, t'as plus rien après 12-13 000, je crois, quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, tout le détail du son se trouve dans les hautes fréquences. Donc c'est intéressant si tu veux avoir un son qui soit assez précis. Tu vends quand même à ceux qui veulent l'expérience complète et qui font attention aux détails, etc. Absolument. Et ça, c'est une partie de ton audience et de tes revenus. C'est ces personnes qui sont très spécialisées, qui veulent vraiment la chose. Et ça, c'est... Les audiophiles, il y en a pas beaucoup. C'est rare d'être un audiophile en réalité. Ça, c'est une leçon que les compositeurs et les musiciens doivent apprendre et qui est triste. Vraiment qui est triste à apprendre, c'est que l'extrême majorité des gens n'en ont rien à faire de la qualité. Ce qui compte, c'est le marketing qui va autour. Moi, ça me fait terriblement mal au cœur parce que j'investis énormément de temps et aussi d'argent pour avoir les meilleures ambiances, pour avoir les meilleurs samples possibles. Pour te dire, l'année passée, j'ai investi quelque chose comme $20,000 pour avoir des banques de sons. C'est pas un truc que tu chopes juste sur internet, sur freesound.com ou je sais pas quoi. Et ça, tu payes un abonnement pour ça ou tu le payes one shot et tu as l'utilisation c'est sous licence, toutes ces choses? Tout est sous licence. Avec certaines entreprises, j'ai une licence exclusive pour YouTube, donc il y a que moi qui peux mettre ces trucs sur YouTube et dans le JDR. Puis plus j'étais un des seuls, j'ai tenté le coup, c'est passé, tu vois. Ok. C'est le côté HEC. Il faut être un petit peu audacieux parfois. Oui. Et du coup c'est bon. Oui, certains c'est une licence que je négocie toujours. Jamais acheté au prix affiché. C'est gros produits professionnels. Toujours négocié. Prix de gros. Ouais, tout à fait. Et à côté, non, c'est des grosses banques de sons que tu reçois à la maison sous forme de disque dur. D'accord. Parce que va télécharger 2 Tera de son. Ça te prend vraiment beaucoup de temps. Ah oui, d'accord. Tu commandes un disque dur, quoi. Ils te les envoient. Parce que tu peux pas télécharger depuis leur site, ça leur fait tellement de bandes passantes. Surtout s'ils en vendent beaucoup, tu vois. Ah, très bien. J'étais pas au courant que ça se passait jusque là. Ah non, mais c'est des milieux qu'on connaît pas du tout. Je les ai découverts comme ça. Tout le milieu des recordistes, c'est ceux qui vont à l'extérieur prendre des sons, les chasseurs de sons, comme on dit en français, je crois. Ceux qui fournissent les stocks aussi, tout ce qui est stock, SFX, audio, même vidéo et photo. Exact, ouais. Je te parlais juste avant de sons d'Afrique que j'ai achetés. Voilà, c'est des banques de sons enregistrées en Éthiopie, au Cameroun et c'était en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment de là-bas, tu vois. C'est pas les trucs créés ici dans un studio. C'est ultra authentique.
Et puis du coup, tu remercies les gens qui ont fait ce voyage. Ouais. Ouais, il y a un côté. C'est extraordinaire tout. Ça qui me passionne aussi, c'est que c'est plein de choses que moi je connais pas, et je trouve ça très intéressant aussi de pouvoir partager et propager un petit peu plus ça. Et du coup, pour en revenir un peu à ton business d'aujourd'hui, tu as un point positif avec ton business qu'on a abordé, c'est qu'en fait, toi, tu avais vraiment cette progression très, peut-être plus lente et plus linéaire, très linéaire et très constante. L'avantage, c'est que justement, tu n'es pas vraiment influencé facilement par des effets de ça marche plus ou j'ai pas fait de vidéo ce mois-ci, donc enfin c'est très stable. Donc c'était très long à construire, mais une fois que tu l'as construit, tu es sur quelque chose de très solide et de très stable, mine de rien. Comme tu le dis, si tu disparais du jour au lendemain, ça va quand même tourner un bon moment, un très bon moment d'ailleurs. Et donc tu as cette stabilité à ce niveau-là. Tu as donc les revenus YouTube, tu as tes revenus Patreon, tu as tes revenus de vente d'albums. De Bandcamp, il y a Spotify, il y a les ventes de licences aussi. Sur mon site michaelgelfi.com, je vends des licences pour les jeux vidéo, films, séries. Tu vends aussi des licences, ouais. Alors ça fait une petite partie de revenus. Ouais. Mais ça fait quand même quelque chose de temps en temps. J'ai des jolies surprises quand quelqu'un veut plein d'ambiance pour un film. Une grosse commande pour un jeu, un film ou quelque chose. C'est gratifiant aussi, je pense. Absolument. Après, je vois pas forcément le résultat final, d'autant que des fois, c'est dans des langues que je comprends pas. Tu sais, tu fais ton film en turc. T'es crédité dans les crédits ou... Oui, je suis crédité. Ouais, bah, s'ils veulent pas me créditer, il faut qu'ils payent 10 balles de plus. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Pour la version white package. Pour retirer le watermark. Exact. Okay. Non, typiquement, j'ai ma musique aussi sur des albums de Black Dahlia Murder. C'est un groupe de métal américain très connu. J'adore le métal, donc je suis content. J'ai aussi mes ambiances dans le jeu Mordhau, que des gens connaissent sûrement, un jeu de chevalier qui se foutent sur la gueule. Ouais. Ça, vraiment d'adresse en fait. Ouais. Assez cool. Et puis dans plein d'autres projets à gauche à droite, dans quasiment tous les podcasts de jeux de rôle aussi. Ah ouais. J'ai une licence qui est très libre. D'ailleurs, ça te concerne aussi. Si quelqu'un veut utiliser mes ambiances dans une vidéo YouTube, dans un podcast, sur Twitch, c'est libre de droit dans ce cadre-là précisément, et vous pouvez monétiser sans avoir besoin de me reverser quoi que ce soit. Ah oui, c'est vrai ? Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Parce que je me souviens quand j'ai commencé sur YouTube, et avant ça, j'avais une autre chaîne YouTube où je faisais un peu d'autres trucs, des jeux vidéo. Pour le fun, vraiment aucune prétention. C'était avant la monétisation de YouTube, pour tout dire. D'accord. Je me souviens que c'était quand même déjà la galère pour trouver de la musique et compagnie. Et puis je me dis, pour les petits créateurs en particulier, ceux qui peuvent pas se permettre de payer des centaines de francs pour les licences de musique, c'est très cher pour avoir ces licences de musique. Au moins ils ont les miennes. Le moment qu'ils me créditent, tout passe bien. Puis je leur dis, si vous voulez être généreux, puis me donner un peu sur Patreon, entre 3 et 15 balles par mois, c'est toujours très apprécié. C'est toujours apprécié, bien sûr. Et en fait, les gens donnent. C'est ça qui est, les gens donnent. Entre guillemets impressionnant, c'est que on pourrait se dire, et moi le premier, j'étais un peu surpris de voir ça et de me dire, ok, c'est des gens, ils viennent, ils prennent leur truc, et t'as l'impression, c'est aussi un petit quelque chose sur lequel je voulais revenir rapidement. C'est vrai que le contact, en tout cas un des premiers contacts avec ton travail, n'est pas très humain dans le sens où on ne met pas vraiment de visage dessus. Absolument. T'as pas vraiment l'impression que, en fait, c'est vraiment un être humain qui a créé ça et que peut-être tu pourrais créer une connexion avec lui et avoir envie de lui donner. Donc les gens ont envie de donner alors que quelque part ils viennent, ils se servent de quelque chose qui est gratuit, qui est libre d'accès et ils viennent quand même donner, sachant qu'ils n'ont pas facilement un attachement personnel avec toi en tant qu'être humain typiquement. C'est vrai que c'est une des difficultés du métier. J'aime beaucoup apparaître à la caméra, j'aime beaucoup parler avec ma communauté. Mais puisqu'on essaie de garder ça très professionnel, d'une certaine manière impersonnel, dans le sens où c'est générique, tous les sons sont génériques, tu vois, c'est pas pour un truc très précis, pas pour une action très précise, c'est vrai qu'il y a cette distance qui est créée. Ensuite, j'essaie de toujours interagir par commentaire, je réponds pas à tous les commentaires, je peux plus, il y en a beaucoup trop, mais par vidéo au moins 3-4 commentaires, et puis sur Discord, je suis toujours là, et puis les questions personnelles, je réponds toujours. Donc il y a toujours cette... je remercie tous les patrons sur Patreon directement, puis je discute volontiers avec eux, et certains sont devenus même des potes. Certains m'ont invité à faire du jeu de rôle avec eux à distance. Tu m'étonnes, évidemment. Puis moi j'accepte parce que je trouve ça cool. Tant qu'ils ont pas par contre c'est différent, tant qu'ils ont pas cette mentalité de fan. Parce qu'il y en a, alors c'est moins personnel, donc j'en ai moins que dans d'autres contextes, qu'un youtubeur lifestyle et autres qui peut avoir des vrais fans. Mais j'en ai quand même 2 ou 3, et dès que je vois que c'est un petit peu tu sais,
ils veulent un peu avoir l'expérience de toi, si je puis dire. Ouais. Où t'es en fait plus une bête de foire pour eux qu'une vraie personne. Bah, là, je dis, ok, on a assez discuté, passé une bonne journée, je vais faire autre chose. Mais pour le reste, j'essaie d'être toujours très, très proche. Et en fait, grâce à ça, ce qui n'était pas du tout mon objectif initial, moi, je vois que c'est vrai que ça crée plus de conversion, plus de soutien sur Patreon et compagnie. Un peu plus de renforcement de la relation entre, mettons, la marque et les auditeurs, typiquement. Et en fait, tu as des gens qui finissent par faire des dons mensuels de $20, où de temps en temps, tu reçois sur PayPal un don, et bah, c'est hyper plaisant. Parce que tu as ton PayPal ouvert et n'importe qui peut t'envoyer un petit truc comme ça, un peu comme je vois, c'est un peu un PayPal Me ou un truc du genre. Oui, paypal.me. Tu vois, ils envoient $3, ils envoient $5, mais c'est agréable parce que tu dis, je sais pas qui est cette personne, c'est juste le nom et le prénom, mais tu sais rien d'autre. Mais j'ai suffisamment influencé sa vie en positif pour qu'elle ait envie, out of nowhere, de me donner quelques dollars. C'est fort ça quand même. Bah, c'est fort parce que tu dis, les gens, en règle générale, ont peu de temps. Ou ils se donnent peu de temps. Enfin, ils gâchent beaucoup de temps sur leur téléphone et d'autres choses. Mais il faut un investissement qui aille au-delà de l'argent, qui soit celui du temps, qui est la ressource la plus précieuse qui soit, pour dire, je vais maintenant aller faire un versement à cette personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée. Comme ça, je vais prendre du temps et de l'argent, alors que je pourrais ne rien faire et que rien n'est attendu non plus de cette personne. Après, on va pas en discuter pendant 3 heures parce qu'on peut aller loin, mais c'est vrai que du coup, la personne qui fait ça, et la plupart des dons en règle générale, à mon avis, c'est pour elle-même qu'elle le fait aussi, parce que ça lui fait fondamentalement plaisir aussi de savoir que tu vas le voir, que tu vas le recevoir, et tu te sens bien de donner, parce que c'est un sentiment très agréable de donner en fait. C'est vrai. J'ai fait ça, j'ai pris le temps, l'effort et l'argent, ça n'était pas attendu, je l'ai fait quand même. Et ils le font sans remerciement public, tu vois. Personne ne le saura. Ça, pour moi, c'est la vraie générosité. Mais c'est vrai qu'on le fait pour soi, mais c'est une vraie générosité. C'est une des meilleures formes de vraie générosité, probablement, parce que il y en a différentes. Celle-ci peut-être une des plus pures, on dira. C'est beau. Je trouve ça beau. Et puis pour moi, ça me permet de tourner. Oui, en plus, je me doute bien que tu as envie de pouvoir tourner quand même. Et cet aspect un petit peu marque personnelle qu'on peut retrouver chez la plupart des autres créateurs de contenu sur une plateforme comme YouTube, c'est quelque chose qui t'intéresse éventuellement à terme, ou toi tu veux juste être toujours l'homme de l'ombre, même si c'est ton nom qui est affiché mine de rien. Ton nom, tu souhaites l'afficher, tu souhaites le cultiver en tant que entreprise, en tant que composition, en tant que business, tu te projettes un peu à ce niveau-là? Oui. Alors, pour ce qui est de la musique, je souhaite garder la niche dans laquelle je suis. Donc, je suis le compositeur principal, c'est Michael Gelfi Studio. Studio, s'était rajouté récemment depuis que Philippe a rejoint. Je souhaite engager d'autres compositeurs à terme quand ça continuera de grimper. Quelqu'un pour faire des SFX, des effets spéciaux. Mais pour Patreon uniquement, pas sur YouTube, c'est impossible de partager une vidéo de 13 secondes, ça n'a aucun sens. C'est vrai. À l'utilisation, ce serait insupportable, et puis la librairie serait détruite visuellement, ça ressemblerait à rien, tu vois. Puis je suis assez maniaque. Je comprends si tu vois, mes miniatures, elles ont toutes la même tête, tu vois. Ou alors sur une chaîne dédiée, et encore, c'est difficile à utiliser. Et puis tu te les fais piquer, en fait, ensuite. En plus. Parce que tu as une vidéo de 3 heures, comme je fais, va l'exporter avec MP3 Converter ou je sais pas quel site de vol. C'est pas la même expérience. Bah, ça te fait surtout un fichier de 600 mégas, en fait, donc ça calme un peu. C'est pour ça que je les fais si longues aussi, mes vidéos. C'est le côté cybersécurité, tu vois. Je vais protéger mes fichiers. T'as raison. Mais pour ce qui est de ta question du nom, là non, dans YouTube, je veux pas trop YouTube musique, j'ai pas trop envie de le développer. À côté, j'ai écrit des bouquins dans le JDR. Là, j'aime bien avoir mon nom dessus quand même. Bien sûr. Mais ce que je souhaiterais faire à terme, parce que comme je dis, la musique n'est pas de la finalité dans ma vie. La finalité de ma vie, je l'ai remarqué, au final, c'est de rendre service aux gens à grande échelle. C'est ce dont je rêve. C'est ce que tu fais toi aussi. J'essaye aussi. Genre, on est intéressé par des choses similaires. Oui, tout à fait. Des concepts similaires. Absolument. Pour ça qu'on s'entend bien. Probablement. Mais par des chemins différents. Et moi, j'ai une approche qui est très politique, philosophique de la vie. Tout ce que je fais est basé sur la philosophie. Tout le développement personnel est basé aussi sur la philosophie. Depuis que j'ai 12 ans, depuis que j'ai lu Nietzsche, Généalogie de la morale. C'était mon deuxième bouquin de philo. Le premier, c'était Le Prince de Machiavel. Mais je suis pas trop machiavélique, je te rassure. Seulement quand c'est motivé par la vertu. Oui, très bien. Oui, depuis ce moment-là, j'essaie de cultiver la raison profonde, morale,
de ce qui me fait avancer. Et mon désir à terme, c'est de développer un podcast, mais qui sera pas concurrent au tien, je te rassure. Tu me rassures beaucoup. T'es passé à pas grand-chose. Hein. Alors, le podcast, la compétition des podcasts. Je déconne. Ouais, on est d'accord. Non, c'est parler beaucoup de littérature. Je lis énormément de bouquins de philo, de psycho, tout ça. D'ailleurs, je les partage sur mon Instagram où je fais des revues précises. C'est ce que j'aime. J'aimerais pouvoir offrir à grande échelle, plus modestement que Jordan Peterson, mais dans le même style, tu sais. D'accord, je vois très bien. Ouais. Des manières philosophiques de se développer et d'aider les gens. Donc j'aimerais bien développer à terme une chaîne YouTube politique sur ces sujets avec un studio. Je suis en train de regarder comment mettre ça en place. Ah oui, c'est des beaux gros projets qui divergent un petit peu d'une certaine façon de ce que tu fais actuellement, même s'il y a beaucoup de similitudes, et que ce que tu crées actuellement va être le tremplin, le soutien à différents niveaux pour lancer cette nouvelle activité, mine de rien. C'est un tremplin en termes de connaissances, YouTube, SEO, promotion et compagnie. C'est un tremplin financier aussi, parce que ça permet d'avoir de l'argent qui rentre derrière. C'est important pour financer les nouveaux projets, les nouvelles passions. Ouais. Mais tu vois, c'est pas... Si tu veux, le cauchemar pour moi, ce serait d'être dans une situation où je n'ai plus besoin de travailler pour vivre et je ne sais plus quoi faire de... Tu sais, un peu avoir... Pour gagner au loto et puis plus savoir quoi faire. Voilà, gagner au loto et quitter son travail. Et quitter son travail, mais pour moi c'est le cauchemar absolu. Je préfère galérer financièrement et avoir un sens, avoir du travail, avoir quelque chose à faire, que d'être dans une situation où en fait t'as quasiment fini ta vie, si je puis dire, où t'es dans une espèce de confort permanent et terminé et fini vraiment. La galère pour donner du sens, voilà, c'est ça, très fort. T'as plus de sens en fait, voilà. Donc moi j'ai envie de lancer plutôt sur un autre projet qui me ressemble beaucoup plus, un projet politique, un projet philosophique. Écrire des bouquins aussi, j'en ai déjà écrit, j'aimerais en écrire d'autres. Ça me dérange pas je n'ai pas peur du retour de vent violent que provoquera une quelconque entrée en politique ou autre. J'ai l'air insolite pour ça, j'ai l'habitude de contredire les gens. Je fais un petit peu l'éloge d'Hélène quand des gens défendent une idée, quelle que soit cette idée, j'aime bien contredire et juste voir comment... J'avoue que j'ai aussi cet esprit un petit peu, même si je ne sais pas trop le partager parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien pris, mais l'avocat du diable, j'aime bien, je trouve ça intéressant. Mais parce qu'en fait, je discutais avec un ami on parlait de religion, il est juif, il me dit chez les juifs on a un concept assez intéressant, on dit, je sais pas si c'est vrai ou je sais pas comment il me l'a sorti, mais c'est du style quand tout le monde est d'accord, tout le monde a tort. Et j'aime bien cette idée parce que je considère que quand tout le monde a raison, en fait on se met des œillères, on se met dans un espèce de cercle pas cercle vertueux pour le coup, une bulle en fait, comment on dit, une chambre d'écho, voilà, où les mêmes idées tapent les murs et reviennent sur toi et s'amplifient. Sans avoir aucune contradiction, et quand t'as pas de contradiction, tu peux pas avancer. Et moi, j'aime bien justement être contre la doxa, donc l'idée globale, dominante, actuelle, et qui est d'ailleurs le concept de Gorgias, de l'éloge d'Hélène, où tu contredis ce qui est dit pour voir où ça te mène, et pour avoir l'idée inverse, en fait, pour avancer vers une vérité plus profonde. Ouais. Et ça, c'est risqué, mais ça, j'adore. Mais pour le coup, c'est du risque que j'adore. Et ça, tu te vois te projeter en termes de chronologie. À quel moment est-ce que tu verrais éventuellement l'évolution de l'ouverture de ce genre de projet? Tu te projettes ou tu attends de voir ça fait quand même que 1 an et quelques que tu es indépendant maintenant, donc... Certes, je dirais le plus tôt possible, parce que puisque c'est des éléments politiques, ils ont une espèce de date de péremption, si je puis dire. Ouais, bien sûr. Et par contre, j'ai un problème, c'est un peu l'effet de l'imposteur, ou comment ça s'appelle, le syndrome de l'imposteur, où je me dis, attends, j'ai pas suffisamment étudié pour me prononcer sur ces sujets, il faut que j'étudie plus. Et en fait, le risque pour moi, et je le sens, c'est de m'enfermer dans une espèce de surétude de tous les sujets, surpréparation, et au final tu te sens jamais prêt pour vraiment t'y lancer. En fait, à un moment il faut juste te lancer et regarder où ça te mène. Donc j'ai pas vraiment de date à te donner, j'aimerais beaucoup faire ça cette année. D'accord. Ah oui, quand même, t'as quand même un petit horizon. Oui, parce qu'au final, le bagage intellectuel et culturel, je pense l'avoir. J'étudie depuis des années tous ces sujets, je me pose des questions. Ce qui manquerait peut-être, ce serait la rhétorique.
puisque les connaissances sont là, mais ensuite il faut savoir les délivrer. Les délivrer et surtout les opposer à ceux qui sont capables d'avoir... de jouer avec les mots jouer avec les mots et peut-être d'être meilleur que toi en rhétorique et moins en termes de logique pure. Exact, il y a différentes armes dans ce milieu, j'ai l'impression. Et puis j'ai du mal avec la langue de bois en général, j'aime vraiment l'honnêteté. J'applique le conseil numéro 7 de Jordan Peterson qui est « Don't lie ». Don't lie. Et tu vois, c'est dur du coup de battre sur un même niveau, enfin se battre sur un sujet avec des gens qui ne respectent pas ce principe, comme ça se fait beaucoup en politique. Effectivement, il faut savoir jouer avec tout ça. Très... Voilà, c'était le moment inattendu du podcast. Ouais. Bah justement, ça ouvre différentes portes parce que c'est vrai que j'aime bien quand j'invite quelqu'un sur mon podcast. La plupart du temps, c'est des gens que je connais déjà. J'ai pas encore vraiment trop approché des gens que je ne connais pas, mais c'est vrai qu'au début, j'aime bien pouvoir présenter leur parcours parce que c'est vrai que c'est ces personnes que j'ai envie de mettre en avant. Et éventuellement, si tu as envie de revenir une fois sur le podcast, on pourra taper dans des sujets qui sont différents de ton parcours, et du coup est une partie de ce que tu fais, mais toi-même tu es intéressé par beaucoup de choses et en tant que voilà, comme centre intérêt, comme tu l'as dit, numéro 1 la politique, t'aimes beaucoup la philosophie et tout ça. Donc ce sera peut-être l'occasion de revenir en parler, de faire un épisode plus dédié à une grande question ouverte ou à quelque chose du genre. Tu vois, pour ce qui pourrait vraiment te concerner, c'est le développement personnel qui est en lien direct avec ce que tu fais sur ta chaîne. Il y a des assises philosophiques extrêmement intéressantes, pertinentes pour ce qui est du développement personnel. Par exemple, moi je te disais que j'ai commencé avec Nietzsche à 12 ans, avant qu'il devienne à la mode. Maintenant il est super à la mode, mais et Nietzsche dit beaucoup de choses sur le dépassement de soi, sur le deviens qui tu es, qui est une phrase qui est très profonde en réalité, qu'on peut analyser durant des heures. On va pas le faire, mais au fil du temps, le deviens qui tu es, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de devenir qui tu es profondément et de te rechercher, de te dépasser, etc. Il a aussi dit la phrase tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, etc. Et alors là, ça paraît un peu kitsch de les lancer comme ça, si tu veux, mais quand tu commences, c'est très cliché. Mais il faut comprendre, en fait, toute la sagesse d'une phrase comme celle-ci, tu sais. C'est comme les expressions de grand-mère, les trucs comme ça. Souvent, il y a un fond de vérité qu'on a oublié et qu'on ne ressort que pour le côté kitsch et amusant et un peu, comment dire... bien vu aussi. Ouais, du moment, quoi. Voilà, alors qu'en réalité, il y a beaucoup à creuser. Et pour le développement personnel, c'est absolument déterminant. Très, très intéressant, très passionnant. Écoute, je sais pas exactement depuis combien de temps on tourne, mais je pense qu'on va gentiment s'arrêter pour ce premier épisode. Pour toutes les personnes qui t'ont découverte, qui sont intéressées par ça, qui cherchent de la musique pour jouer, pour se relaxer, pour quoi que ce soit, ou tout ce que tu as mentionné qui pourrait les intéresser. Pour le workout, en même temps que... Pour s'entraîner. Bah alors, je suis Eric Flag. Ouais, des musiques d'ambiance pour s'entraîner, putain. Mais on fait la musique orchestrale aussi, un peu de combat comme ça, avec les gros drums et compagnie. Il y en a vraiment pour tout le monde. De toute façon, chacun peut aller voir et trouver ce qu'il veut. Où est-ce que tu renverrais les gens pour découvrir ton travail et tout ce dont on a discuté? On va faire simple, on va dire sur YouTube. D'autant qu'ils te connaissent depuis YouTube, ce sera pas très loin, mais t'es Michael Gelfi. Michael Gelfi Studio. Et puis vous me trouvez. Et on trouvera la chaîne et puis tout ton site, ton Patreon et tout ce que tu fais à côté. Avec grand plaisir. Génial. Bah Michael, merci un grand plaisir d'avoir pu discuter avec toi, très intéressant. Plaisir partagé. J'espère que ça aura plu aux gens qui nous ont écoutés. Je l'espère aussi. Ça m'a plu à moi, donc normalement on a plus ou moins les mêmes goûts, j'aime penser, sinon ils écouteraient pas. En tout cas, c'est un grand honneur si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, si vous nous avez écouté jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour votre attention. Merci encore à Michael pour cette super discussion, j'espère qu'elle t'aura plu autant qu'elle m'a plu à moi. Tu retrouveras tous les réseaux, tout ce que fait Michael dans la description de cette vidéo ou de cet épisode audio. Voilà, voilà, petite interview bien sympathique. Il y en a une autre que j'ai déjà enregistrée qui va arriver. Il va y avoir des épisodes solo et la semaine prochaine, il y aura un épisode et peut-être même plusieurs dans un décor un petit peu différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire ici. J'en dis pas plus, on verra, ça change pas grand chose parce que ça va être de l'audio tout pareil, mais voilà, je me réjouis parce que ça va bouger un petit peu ces prochains jours en ce qui me concerne. Voilà, bah écoute, merci beaucoup, si le podcast te plaît, une petite review sur Spotify, 5 étoiles sur iTunes, tout ça, ça fait très plaisir, un petit peu de feedback d'une façon ou d'une autre, un partage en story, ça fait beaucoup, un partage en story sur Instagram, ou simplement le mentionner à quelqu'un, ça fait beaucoup, ça aide beaucoup ce podcast, et puis voilà, moi ça me fait plaisir de le faire, donc si ça te fait plaisir de le faire, on est déjà très bien. Et puis si jamais t'as envie de le partager, c'est pas moi qui vais dire non, mais il y a aucune pression. Moi ça me fait plaisir de toute façon d'avoir des discussions intéressantes avec les autres ou encore avec moi-même. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton temps et ton attention. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.